Tout le monde, je vous souhaite bienvenue à cette première édition de l'heure du thé. L'heure du thé. Alors, oui, il y a quelqu'un qui va venir déplacer les petites tables. Là. C'est pas un premier invité. Est-ce que vous êtes encore là, tout le monde? Oui? Je vous attends, OK. Aujourd'hui, on va recevoir des gens. On va revenir sur des événements qui ont marqué l'actualité cette année. On ne reviendra pas sur toutes. Là. On ne peut pas, malheureusement. On n'a pas les moyens. Vous écouterez le bye-bye. Ils vont chanter là-dessus. S'il y a une nouvelle, genre, comme c'est important, ben, ils vont faire une toune. Tu vois. Donc, mais on va revenir sur les événements qui, moi, je pense, m'ont marqué. Puis je pense ça peut être intéressant. On va en discuter avec des invités qui sont super fascinants. D'ailleurs, notre premier invité, pour revenir sur un événement que j'ai un peu pratiquement abordé dans le stand-up, c'est arrivé en septembre, l'assassinat de Charlie Kirk, qui a occupé l'espace médiatique pendant une semaine non-stop et dont on n'a pu jamais reparler ensuite. Pour parler de tout ça, pour nous parler de qui était Charlie Kirk et des tenants et aboutissants de tout ça, accueillez Vanessa Destinée. Allô, Vanessa. On va parler d'extrême droite. Es-tu stressée? Yes! Ma famille politique, j'adore. C'est-tu stressant un peu parler de ce sujet-là? Tu penses-tu qu'on va recevoir comme des haters qui vont être fâchés dans les commentaires? Je pense que le fait d'exister comme femme noire sur Internet en général, c'est déjà stressant. Donc, c'est rien que j'ai pas déjà vu ou vécu ou entendu. Ouais, mais moi. Toi, ben là! Je parlais de moi, là. J'ai pensé à toi pour parler de ça. Premièrement, tu t'es commis, tu as écrit un texte dans Urbania à ce sujet. Et je sais que, en plus d'être chroniqueuse et d'avoir un regard critique sur les médias, on va y revenir, tu es aussi quelqu'un qui passe beaucoup trop de temps sur Internet comme moi. Oui. Fait que c'est probablement une personnalité que tu connaissais déjà avant son décès. Peux-tu m'expliquer un peu c'est qui Charlie Kirk? Ben, Charlie Kirk, dans le fond, c'est un influenceur, moi je dirais d'extrême droite. Tout de suite, je lance le pavé dans la mort. Let's go, polarisation. Donc, de 31 ans, connu pour son implication là, sur les campus politiques. Il est fondateur d'une organisation sans but lucratif du nom de Turning Point USA, qui visait un peu à faire la promotion de l'idéologie libertarienne sur les campus américains. Donc, on parle notamment de prôner une réduction de l'intervention de l'État dans les affaires publiques, le libre marché, défendre vraiment, tu sais, c'est ça, des idées plus fiscales, conservatrices à droite. On est un petit peu plus à droite que les conservateurs traditionnels. Parce qu'il était financé par ces lobbies-là. Entre Puis autres. ça, en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Oui, mais pour dresser le portrait... c'est encore drôle parce qu'on peut se poser des questions sur la propagande qu'on amène ensuite sur des campus universitaires. Turning Point USA, je pense en 2023, c'était estimé une valeur de 83 millions de dollars. Donc, Follow the Money, qui finançait, qui encourageait Charlie Kirk dans ces entreprises-là auprès des étudiants qui, finalement, servaient un peu de cobaye pour une forme de... Je pense de propagande. Je pense qu'on peut qualifier Charlie Kirk de propagandiste. Il y avait un concept de vidéo qui était très populaire sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est qu'il allait débattre ou qu'il fait débattre. On pourrait débattre de s'il débattait parce que c'était un peu souvent unidirectionnel. Il gardait les meilleurs bouts qu'il mettait sur les réseaux sociaux. Puis ça devenait très viral parce qu'il cassait des gens qui n'étaient pas outillés nécessairement autant que lui, à débattre de ces sujets-là. Exactement, parce qu'au-delà de la mission de la droite conservatrice du point de vue fiscal, lui, il baignait beaucoup dans ce qu'on appelle les guerres culturelles aux États-Unis, donc tout ce qui est relatif aux enjeux d'identité, donc le racisme, le sexisme, la transphobie, l'homophobie également, puis les politiques publiques également, donc toutes les discussions autour de la diversité. Et c'est là qu'on se rapprochait de l'extrême droite. Donc oui, d'un point de vue fiscal, on est face à un conservateur, mais du point de vue identitaire, du point de vue des politiques publiques marquées sur l'identité des personnes, là, on flirte vraiment avec un discours qui est raciste, qui est homophobe, qui est islamophobe, parfois antisémite, ça fluctue, c'était très variable, mais la droite américaine, là, des fois, est antisémite, des fois, elle ne l'est pas, ça dépend. Ça dépend de la cible du jour. Mais, complotiste aussi, il y a beaucoup remis en question même l'existence de la COVID, et c'est drôle parce que Turning Point USA, c'est une organisation qui a fondé avec un homme d'un certain âge, Bill Montgomery, qui est un homme d'affaires américain, lui-même un activiste conservateur, qui est décédé des suites des complications de la COVID. Donc, ironique en soutien. De ça? Pas vraiment, non, mais on peut se dire que les deux fondateurs de Turning Point sont morts essentiellement. Mais un dans des conditions atroces. Puis je ne veux pas faire de blague là-dessus parce que, pour de vrai, je voulais l'aborder un peu plus tard, mais c'est... OK, on y reviendra tantôt. Je veux juste que tu dis... Non, mais flirter avec l'extrême droite, ça, c'est une question qui me taraude depuis un bon bout, là, surtout particulièrement cet événement-là. Mais comment traiter de ce genre d'individus dans les médias quand on parle à des gens qui ne connaissent pas nécessairement c'est qui, mais dans une société aussi qui est très polarisée, où
une partie non négligeable des gens vont voir des extraits de ce gars-là ou même les vidéos au complet, puis le trouvent pas si coucou que ça, puis trouvent que c'est somme toute assez raisonnable qu'est-ce qu'il dit. Fait que, est-ce que les médias devraient dire ça, c'est de l'extrême droite, puis c'est mal, quand une partie de la population qui lit ou qui écoute ces médias-là fait ben moi, je pense comme ça. Bien, je pense qu'on a quand même des balises en société, donc des lois relatives à l'incitation à la haine, on a des chartes en matière de protection des droits de la personne qui mettent des balises très, très claires là, en matière là, de discours. Donc oui, la liberté d'expression, mais dans un certain cadre. Et justement, qu'on prend les déclarations de Charlie Kirk associées à l'identité, on est vraiment dans le discours haineux. J'ai quelques exemples pour vous. Là. En tant que femme noire, c'est des exemples qui viennent me toucher, évidemment, vous comprendrez. Mais il a dit déjà, si j'ai affaire à quelqu'un au service à la clientèle qui est une femme noire stupide, je me demande, est-ce qu'elle est là vraiment grâce à son talent ou est-ce qu'elle n'est pas là à cause de la discrimination positive? Donc ça, c'est le genre de déclaration qu'il faisait ou est-ce que clairement, il y a une attaque? Là, je vais... OK. Vanessa, c'est fascinant. Ça, c'est intéressant parce que c'est là que je le trouvais habile ou que je ne sais pas comment on doit traiter ou gérer ça parce que, oui, il a dit ça dans une espèce de hiatus, en fait, dans un discours contre la discrimination ou les mesures DEI, qui lui dit, ben s'il y a des mesures DEI, je vais me mettre à douter de la compétence de tous les gens des minorités que je vais croiser. Comme si seuls les hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres pouvaient être compétents. Non, puis il y a des DEI pour bien des choses aussi, mais n'empêche que ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qu'il disait, on est encore dans le domaine de je suis pas d'accord, mais de l'acceptable, mais en dessous, le dog whistle, puis les commentaires, puis ce que les gens qui comprennent de ça, là, ça devient très raciste, très sexiste. Mais lui, juste lui, ce qu'il dit, c'est ce genre de déclaration que je sais pas comment traiter, parce que les gens, ils font comme, ben là, il est juste en train de dire que si on donne des promotions à du monde à cause de leur couleur, ben est-ce qu'ils sont bons? C'est ça qui soulève. Je pense que Charlie Kirk, c'était un fin stratège, puis c'était quelqu'un, justement, qui constituait la première figure dans le pipeline qui va du conservatisme à l'extrême droite. Donc, c'est une figure qui contribuait à la radicalisation des jeunes, justement, avec un message édulcoré, en particulier quand les caméras étaient allumées. Mais justement, quand on fréquente les espaces fréquentés par sa base sur Internet, c'est un langage qui est propre à la culture du web et qui renvoie à des cas très spécifiques de discrimination. Et je pense qu'il y a un manque de littératie numérique au sein de la population et également au sein des médias, qu'il y a de la misère à traduire ces messages-là, ce langage-là codé, qui est très clair pour ceux qui savent de quoi on parle exactement. Donc, il n'y a aucun doute sur les intentions derrière. Ah, moi non plus, je ne doute pas de ses intentions. Je dis juste que l'habileté de ces propos-là, c'est qu'après ça, comment Céline Galipo est supposée de traiter ça? Ou quand mon jeune frère de 27 ans, il dit « Mais moi, je le vois, Charlie Kirk, puis il dit pas grand-chose d'aussi extrême que ce que vous dépeignez dans les médias. Puis là, mon petit frère, il est inventé, là, il n'existe pas, ce petit frère-là. OK, j'étais comme, on le salue, c'est shout-out, non? Mais ce que je veux dire, c'est qu'après ça, lui, c'est pour ça que je me demande critique des médias, puis tu fais cette critique-là, puis tu es une observatrice, mais après ça, lui, il fait comme, moi, ce gars-là que je suis, tous les médias me disent que c'est une mauvaise personne, mais il trafique un peu ou hors contexte ses paroles, fait que j'ai plus confiance aux médias. Tu sais, là, on perd des gens importants qui vont vers ces gens-là après ça, parce qu'ils ont le sentiment d'être trahis ou qu'on les manipule ou qu'on leur ment. Fait que je ne sais pas comment traiter ça. Bien, la solution, c'est certainement pas le silence. En fait, la solution, c'est vraiment d'être en mesure de nommer les choses et de les exposer telles qu'elles sont plutôt que de les édulcorer. Parce que le fascisme, il s'annonce jamais, il dit jamais son nom, mais il avance de manière très, très insidieuse et c'est dans le silence qu'il prend son plein pouvoir, en fait. C'est dans notre incapacité collective et dans notre déni collectif face à la menace qui prend d'assaut tranquillement la démocratie partout en Occident, qui s'installe. Donc, je pense que le meilleur outil, c'est de ne pas avoir peur, en fait. Je ne sais pas à quel moment, en fait, c'est devenu controversé de dire que quelque chose est misogyne, raciste ou homophobe ou transphobe. Je veux dire, si c'était non, je peux te le dire à peu près. C'est quand 30-40% des gens se sont mis à l'être, puis ou peut-être même plus. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'une partie non négligeable de la population, parce qu'il y a un backlash envers les woke ou whatever, ou peu importe si le genre... les classes sociales changent, puis la hiérarchie, puis sont brusquées de tout ça, ils ont peur de perdre des privilèges, bien, ils sont en réaction. Tout à fait. Fait que là, ils sont nombreux. Fait que c'est pour ça que c'est rendu poche de leur dire ça. Absolument. Puis ce que tu décris, en fait, c'est le phénomène de la fenêtre d'Overton. Dans le fond, là, c'est comme l'ensemble des idées acceptables dans une société. Avant, on avait certains consensus, puis on se rend compte que tranquillement, de plus en plus, la fenêtre se déplace vers la droite au fur et à mesure que des nouvelles idées font leur entrée mais ça, c'est dans le discours. Je me souviens comment
pendant 10 ans, c'est la laïcité, c'est pas contre les musulmans. Ouais. Puis là, depuis un an, tout le monde est comme, oh non, OK, c'est contre les musulmans. C'est décomplexé. Fuck l'islam, on est envahi, il y en a trop. Fait que je suis comme, wow, ça a Ouais. changé parce qu'avant, vous faisiez semblant que c'était pas ça. Ouais. Puis là, c'est rendu assumé. Puis on le voit aux États-Unis, par exemple, tu sais, il y a des évangélistes chrétiens qui défendent l'idée de retirer le droit de vote aux femmes. Puis tu sais, avant, c'était marginal, mais là, tout d'un coup, on a commencé à leur donner de l'attention parce qu'il y a des candidats, des élus aux États-Unis qui relaient ce message-là. Et parce que c'est des élus, les médias se disent, ben là, il faudrait leur donner de l'attention parce que les élus représentent la population. Fait qu'il faut absolument s'intéresser à ce phénomène-là. Et ils font juste relayer ce message-là sans vraiment s'y opposer, en fait. C'est qu'ils donnent une tribune sans remettre les choses en perspective et sans dire ceci est inacceptable. Et je pense que c'est là que les médias doivent effectivement intervenir, en fait. On peut pas juste fait bien? banaliser. Non, on le fait pas bien. On le fait pas bien? Non, on le fait pas bien. Non. Puis je pense que ça part du fait qu'on a de la misère à qualifier l'extrême droite en 2025. Je pense que dans l'esprit de bien des gens... Qui est plus subtil, qui est plus présentable, qui est mieux habillé, qui est plus le punk skinhead ou l'évidence qu'on pouvait avoir l'image. Le Ku Klux Klan, je pense que dans la tête des gens, l'extrême droite, c'est genre des gars en toche blanche qui sont comme tuons les Noirs, alors que l'extrême droite, aujourd'hui, c'est une constellation d'idéologies. Il y a des extrêmes droites, ce n'est pas un bloc monolithique. Là-dedans, tu peux avoir autant des masculinistes que tu peux avoir des fondamentalistes chrétiens, tu peux avoir des incels, tu peux avoir des écologistes qui sont néo-nazis, donc qui sont suprémacistes ça, je l'ai jamais rencontré. Oui, mais... je le souhaite pas. Je sais pas de qui tu parles, mais c'est drôle. Hein? Tu pourrais t'assimiler certainement plus facilement que moi, là, mais... Ouais, je pourrais faire... Ouais. Mais bref... Non, mais je mange de la viande, puis je pense qu'il m'accepterait pas. Non, c'est ça. Mais c'est très, très varié. Puis ce qu'on constate, en fait, c'est qu'ils convergent vers le même genre d'idéologie. Puis c'est, je pense, de donner les outils aux journalistes. Je pense que les médias doivent être des phares dans la nuit puis considérer le web, ces espaces-là de radicalisation où naissent ces idées-là et où elles se développent très rapidement, non pas comme une source de divertissement, non pas non plus comme un compétiteur, parce qu'on voit beaucoup les médias traditionnels voir le web comme un compétiteur, mais bien comme un terrain de jeu politique qui mérite d'être couvert de la même façon qu'on couvre l'Assemblée nationale à Québec, la Chambre des communes également. Donc, d'allouer des ressources pour développer la littératie numérique nécessaire pour comprendre ces phénomènes-là et bien les exposer. Ça m'a frappé à quel point, justement, quand ce genre d'événement-là arrive, puis que nous, je t'inclus, puis d'autres gens doivent aussi, peut-être savaient c'était qui, puis on passe du temps sur Internet, puis on connaît un peu, on est familier avec ces personnages-là qui sont des vedettes dans leur univers, puis là, ils popent dans les médias traditionnels, puis là, en l'espace de genre 5 minutes, la chroniqueuse politique de la radio ou d'actualité doit se faire une opinion, doit prononcer quelque chose. Elle a lu peut-être un texte du New York Times qui a assez traduit vite, puis elle a dit, elle régurgite ça, mais elle n'avait aucune idée 3 heures avant c'était qui. Fait que là, ils se glissent des affaires, puis de l'incompréhension, puis on est mal outillés à parler de ça. Mais ça, c'est flagrant, tu sais. Oui, puis moi, je pense que dans une salle de nouvelles en 2025, il faut absolument des experts en radicalisation. Je pense que l'élection... Des gens sur Twitter. Oui, oui, sur X, mais aussi sur même des réseaux sociaux dont on parle très peu au Québec, comme Telegram, par exemple, où on l'a vu là, avec Signal puis Discord, qui ont servi à des révolutions menées par les Gen Z ailleurs sur la planète. Donc, des réseaux sociaux où les adultes... Gen Z fait la révolution les dans générations le monde. Z. Oui. Oh my God. Ils ont mené des révolutions incroyables là, cette année, là, au Maroc notamment. Puis sont actifs sur des réseaux sociaux désertés par les adultes, je nous inclus là-dedans, et les médias traditionnels parce que on a l'impression que c'est pas important, c'est pas sérieux, c'est du divertissement, alors que non, il faut vraiment les voir comme des espaces qu'il faut occuper pour offrir un contre-discours, remettre les choses en perspective, confronter. Donc, des experts en radicalisation, certainement, des experts de la culture web, et aussi des journalistes de la génération des millénarios, des Gen Z et des alphas, éventuellement, qui ont... Des alphas, what the fuck? Qu'est-ce qu'il y a là? Qui? Tes enfants dans 3 ans. C'est qui, les alphas? C'est tes enfants dans 3 ans, je pense. Ça, c'est les alphas? Pour ça? Ah, ils vont te dépasser. C'est quel âge, les alphas? Je sais pas, Urbania, c'est le public cible. Des alphas? Gaga, coucou, les amis! OK, mais je comprends. Je veux pas que ça soit comme des vœux pieux, dans le sens que je comprends vraiment comme on doit nommer les choses, on doit faire une meilleure éducation, mais face à une partie de la population qui est soit déjà radicalisée ou qui se sent désaffiliée déjà de ces médias-là, qu'est-ce qu'on fait quand ils sont assez nombreux? Parce qu'ils sentent qu'on se prend pour les bons, puis qu'eux, dans leurs inquiétudes, sont les mauvais, puis qu'on fait juste leur taper sa tête. Puis tu sais, je le vois là, dans le sens que moi, j'ai des amis que je juge qui étaient gauche, centre, peu importe, mais en vieillissant, qui commencent à être tannés. Le cœur est un petit peu plus à droite, généralement. Oui, puis qui commencent à être tannés de genre du discours qui semble
j'essaie d'utiliser des mots beaucoup trop importants, là, mais Deux tu sais, le syllabes, discours deux qui, syllabes. non, mais qui est tout le même discours partout dans les médias, puis ils font comme, ouais, mais j'entends juste la même affaire, puis Mais- ils vont vers ces Mais ils sources-là. ont raison d'être en colère, ces gens-là. Tes amis, ils ont raison de dire que c'est le même discours dans les médias. Il y a un manque de diversité, puis c'est pas juste la diversité ethno-culturelle, on parle de diversité générationnelle, de diversité régionale, de diversité socio-économique. Les gens sont pauvres en ce moment, OK? Les gens, ils ont de la misère à payer leur épicerie, puis ils sont où, les personnes qui leur ressemblent, qui prennent la parole dans les médias pour les défendre? On les traite comme des marginaux, on les traite comme des pelleteux de nuages, on leur laisse pas la parole. On parle entre nous, les médias, c'est des espaces où on reproduit constamment les inégalités, on reproduit l'exclusion, donc forcément, les gens vont aller vers ça, bientôt, les influenceurs qui leur non, mais ressemblent. bientôt, les gens dans les médias vont être pauvres aussi. Là. Ça s'en vient. Fait que ça va se régler. C'est une question de 2-3 ans. Tout va s'équilibrer. Ouais, quand Mais- l'animateur de radio dit « j'ai pas mangé un matin, Ouais. j'ai pas déjeuné », puis le club des petits déjeuners vont y Mais moi, apporter quelque chose. Ce qui m'exaspère, c'est que en fait, les médias ont juste abandonné. Ils ont laissé le champ libre complètement. Ouais. Si je prends la situation au Canada où on le sait que les nouvelles sont bloquées, ils sont où les journalistes en ce moment là sur les réseaux sociaux? Il y en a très peu. Il y a Alexandre qui a quitté une salle de nouvelles avec grand éclat, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils sont très peu à investir ces espaces-là puis à aller directement à la rencontre des gens. Ils préfèrent rester là, dans leur coin, sur leur lane, alors qu'on a deux star systems qui existent en parallèle, celui des médias traditionnels et celui de la culture web. Et je trouve qu'il y a vraiment... Moi, ce qui me fait capoter, c'est ça, c'est ce retard-là. Puis je lisais récemment une entrevue là, d'une chercheuse franco-tunisienne du nom de Asma Mala. Elle a écrit un livre qui s'appelle Cyberpunk, le nouveau système totalitaire. Et dedans, elle dit « Les géants du web et tous les influenceurs qui en découlent s'affairent à préparer le 22e siècle, alors que les institutions, nos institutions démocratiques, ont de la misère à sortir du 20e siècle. Ouais. C'est là le décalage en ce moment. Et moi, je ne m'explique pas pourquoi on n'est pas présent sur différentes plateformes pour offrir un contre-discours. T'sais. On peut continuer d'alimenter les médias traditionnels, mais il faut certainement aussi s'intéresser aux espaces du web, parce que maintenant, on est à l'ère où tout le monde a le droit à son 15 minutes de gloire. Tout le monde maintenant... C'est quoi? C'est 2/3 de l'humanité qui est connectée à l'Internet? C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. On parle du journalisme citoyen comme du 5e pouvoir, celui qui tient tête aux médias traditionnels. Et en ce moment, on fait rien. On n'offre pas d'alternative sérieuse à la population Les médias pour leur dire « on vous entend ». Les médias ont une réflexion à avoir Absolument. par rapport à la façon dont ils traitent tout ça. Absolument. Il y a un travail. Puis ça ne doit pas être évident à faire ça quand tu es en période de crise aussi, parce Non, qu'ils ont l'impression que à fait. les ressources sont de moins en moins grandes, Et ils ne c'est savent vrai. pas où aller. Est-ce que la gauche a aussi une réflexion à avoir, ou genre Oui. ceux qui partagent pas ces idées-là dans la façon de parler des... Peut-être pas de ces têtes d'affiche-là qui sont les vedettes de ce milieu-là, mais tous les jeunes garçons qui vont vers là, tu sais, la façon dont on parle d'eux, est-ce qu'on a une petite réflexion à avoir par rapport Absolument. Je pense que tout le monde... Tu sais, le travail de déconstruction, ça concerne tout le monde, incluant la gauche. C'est le travail d'une vie. On doit toujours être en mesure de se remettre en question. Et je pense que... au sein de la gauche, il y a des enjeux en matière de pureté militante. Il y a toujours, évidemment, parce que on est animé par des idéaux collectifs de communauté, on vise toujours le mieux, puis à élever la société vers le haut, mais très souvent, on se perd justement dans des détails de ces guéguerres culturelles-là où on cherche à prouver sa vertu plutôt que ça? On se croirait à d'élever- Cube Radio. Cube Radio, comment ça? Ben non, mais à là, cause tu de dis ma la même critique? chose. Ouais, Mon ouais, Dieu, tu dis Sophie la du même Rocher 2 ou quoi, là? Ma sœur spirituelle. Moi, je suis plus en guerre avec eux, fait que je parle d'accord, plus d'eux. C'est d'accord. la trêve C'est est juste faite. moi d'abord. Oui, on s'entend bien, c'est des amis, c'est vrai. Ben merci. Ça fait Merci. plaisir. Ben oui, je pense que ça aide, je pense que ça jette beaucoup d'idées qu'il faut falloir... en fait, je sais pas si on a les clés, Moi mais non on plus. a beaucoup de réflexions à avoir. Ben, je Puis, vous le je voulais souhaite. terminer. Je vais terminer, c'est ça que je voulais parler tantôt. Ça t'a-tu... Je sais pas si t'es une de celles-là, mais t'as-tu vécu un malaise à voir des gens se réjouir de la mort de quelqu'un? C'était pas un peu... Moi, en tout cas, même si, tantôt je faisais à la blague, là, même si on disait que, bon, tu peux avec ton karma pis tout, Ouais. j'étais comme, qu'est-ce que ça aidera pas à cause? Non, Tu sais, effectivement. quand j'ai vu du monde, là, je fais comme, oh my God, vous vivez dans quel tour d'ivoire de pas réaliser comment c'est maladroit? Oui, mais Charlie Kirk a ri de genre George Floyd, tu sais, je veux Ouais, dire... mais il- on essaie d'être meilleur que lui, je veux dire. Oui, mais en même temps, tu sais, il y a une phrase de Michelle Obama qui disait « When they go low, you go high ». Moi, Ouais. depuis un certain temps, je suis comme « When they go low, you go lower ». Ah ouais? Ouais, mais dans le cas de Charlie Kirk, je veux dire, est-ce qu'il l'a cherché? Oui. Est-ce qu'il a péri par ce qu'il a toujours prêché, c'est-à-dire la banalisation des armes à feu aux États-Unis? Donc, je vais pas pleurer pour lui. Par contre, c'est quand même un père, c'est un fils, c'est un mari. Donc, non, c'est pas moralement correct de rire de sa mort, mais on peut quand même souligner l'ironie, la façon. Il y a peut-être qu'il une a façon quitté. plus à droite d'en parler que juste comme yes, tu sais, là, parce que j'ai vu du monde se réjouir, j'étais comme
oh, ça va être C'est pas mon les style. screens, là, tu sais, le monde va prendre des photos, ça va circuler partout. C'est pas Je- mon ah. style, mais techniquement, tu sais, le camp de Charlie Kirk, puis normalement le camp républicain également, qui l'a beaucoup, beaucoup endossé. Ils font ces affaires, C'est ils font les- des affaires pires. Ouais, Non, je mais sais. c'est les champions de la liberté d'expression. Aussi, Et ouais. tout d'un coup, on s'est mis à criminaliser la liberté d'expression Oui, mais parce que c'était ça. on a est créé les des bons. listes. On est les bons. C'est les méchants. Oui, oui, mais c'est plus complexe que ça. Tu sais, je pense quand même que on peut vraiment insister sur l'ironie de la chose. On n'est pas obligé... Tu sais, on peut, sans rire, on n'est pas obligé de manifester de l'empathie. Non, Je suis moi, pas obligée moi, d'être ça me en fascine. deuil de Ah non, mais Charlie moi, ça me Kirk, fascine. là, tu sais. Même des gens qui meurent de vieillesse, qui étaient des trous de cul que j'haïssais, là, Ouais. qui tout d'un coup, ils deviennent genre, tout est positif. Puis tout, Ouais. je fais, non. Moi, je dis, Chris, on l'haïssait hier, on l'haït encore aujourd'hui, même s'il est mort. là. Mais l'indifférence envoie parfois un message beaucoup plus fort que la haine, selon moi. Donc, je pense que la meilleure posture dans le cas de Charlie Kirk, c'était justement tu sais, de rester poli, tu sais, de rester. Ben, l'indifférence, Pas son nécessairement de faire un ex-femme commentaire. semble pratiquer ça. Elle a l'air totalement indifférente à sa mort. Les Mais là, pantalons ça, de c'est des cuir, affaires hein? qui passent trop de temps sur les... Oh, là, Les ça, c'est pantalons de des- cuir, ça, c'était on est quelque dans le chose. lore. On est trop dans le lore. C'est ça, on est chronically Paraît online. qu'elle est enceinte, mais c'est pas vrai. Ça, c'est Les une deux rumeur, c'est neurodivergents sont en train de parler en ce Ouais. moment, puis on vous a perdu, j'ai Le monde- l'impression. Là, ça non, se mais, peut-tu, non, genre? mais même Comme il y a la droite a des théories du complot par rapport à lui que c'est fou. Oui, là, ben, sur son X, en propre- ce moment, ils sont convaincus qu'elle est enceinte puis qu'elle est tombée enceinte un mois après sa mort. De Puis là, J.D. c'est comme- Vance, il y en a Ah, d'autres oui. qui pensent qu'ils ont été tués par les Israéliens. Mais je Donc, ça, c'est la préfère ça. frange antisémite, justement. Ça me divertit plus que ce que lui faisait. Ça, c'est plus le fun de les voir en train de virer Les fou théories du ensemble. complot sur Oh, son ouais. décès? Ouais. Ouais. Bon, merci Vanessa. Ah, ben, super! Plaisir! Euh, En 2018, des accusations sexuelles impliquant des membres de l'équipe junior canadienne de hockey avaient été portées. On a eu le résultat du procès en 2025. Ils ont été acquittés. J'aimerais qu'on parle de ce sujet-là, mais qu'on parle surtout du consentement en 2025. Et pour ça, on accueille le sexologue François Renaud. C'est une nouvelle qui a choqué beaucoup de gens, qui a surpris beaucoup de gens, mais là, je ne vais pas aller dans l'aspect juridique, ce qui n'est pas ta force, ni moi non plus. Probablement qu'un juriste pourrait expliquer, c'est compliqué, blablabla, genre, aller pas en procès, c'est trop compliqué. Mais c'est peut-être pas ça qu'il dirait, là, mais je suis curieux, par contre, parce que, bon, on parle d'une année... d'histoire qui s'est passée en 2018. On parle de plus en plus de l'éducation qu'on fait aux jeunes joueurs de hockey, mais aux jeunes en général par rapport au consentement. Moi, j'ai 43 ans, fait longtemps que je suis avec la même blonde. Le consentement, c'est important dans le couple aussi, là, je sais, mais j'ai plus ces enjeux-là d'aller cruiser d'un bar et de vérifier le consentement de l'autre. Je me demande comment ça se passe, ça, en 2025. Est-ce que ça a progressé? Ma question est très longue. Est-ce que les jeunes se demandent vraiment « veux-tu avoir une relation sexuelle » Est-ce qu'ils verbalisent? Comment ça se passe? Je pense que ça a été aussi polarisé avec tout le mouvement MeToo. Fait que je pense qu'il y a des gens qui, surtout les hommes, se sont mis parfois à comme reculer, puis là, avoir peur de ne pas savoir comment réagir. Moi, j'entends des fois là, des femmes qui vont dire là, on me demande la permission pour tout, là, puis c'est comme fatigant. Ouais. Pendant la relation sexuelle, là, je peux-tu te toucher le sein, je peux-tu toucher la vulve, je peux-tu faire ça? Puis là, ils sont comme, OK, mais on peut-tu aussi pas demander une question à chaque fois? Puis il y en a d'autres qui, au contraire, se sont dit, mais là, franchement, c'est un peu ridicule. Là, il faut demander la permission, il faut signer un contrat. Fait que tu as comme ces opinions-là un peu polarisées. Ceux qui font très attention et ceux qui sont en réaction par rapport à ces nouvelles... C'est ça. Puis ça, je pense que c'est ce que tu vas entendre souvent dans les médias, là, cette vision-là un peu polarisée. Puis je pense que tu as des gens, évidemment, dans le milieu qui se sont remis en question puis qui se sont ajustés d'un bord ou de l'autre. Oui, parce que le consentement, je veux dire, ça peut être une entente tacite, mais genre, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus allumés à vérifier. Je pense que là, c'est clair qu'elle a le goût. Ce qui aurait peut-être pas été le cas avant, où elle est intoxiquée, elle peut pas donner... ça c'est évolué. ça. Je pense qu'il y a eu ce genre de réflexion-là de comme effectivement, quelqu'un qui est sous l'effet d'alcool, peut-être pas une bonne idée, tandis qu'avant, c'était comme, tant mieux. Elle n'a pas dit non. Ça va être plus facile. C'était comme suffisant. C'est ça, ça va être plus facile. Puis là, les gens, je pense, vont regarder davantage un peu les signes non-verbaux de comme, OK, mais est-ce que j'ai l'impression que l'autre personne a du plaisir ou comme lui ou elle fait absolument rien puis fait un peu l'étoile, comme on dit. Ouais. C'est peut-être un signe Qui que était une l'autre est position pas en très train- à la mode dans les années 90. Tout à fait, tout à fait. C'était même, il y avait des jokes de ça, elle faisait l'étoile, tabarnak. Si tu dis ça, qu'est-ce que tu penses qui se passait? On n'en était pas conscient, mais je n'étais pas humoriste des années 90, j'ai pas fait ces blagues-là. Mais moi, je le vois, tu as parlé de l'aspect du couple, mais ça, moi, je le vois beaucoup dans les couples. Puis je trouve que ça a changé dans les dernières années où avant, moi, je parle beaucoup du concept du sexe par pitié dans les couples. Ouais. Où
tu offres finalement de la sexualité que tu veux pas avoir. Puis souvent, la partenaire ou le partenaire qui a moins de désir va offrir ça. Puis souvent, l'autre va comme feindre un peu qu'il l'a pas vu. Puis quand je commence à questionner puis pousser un peu la question, peu de déni. finalement, aveuglement volontaire. C'est ça. Puis souvent, la réponse à la personne, c'est « Ouais, mais là, si j'accepte pas ça, j'aurai rien. » Bien, il y a d'autres problèmes derrière, en fait. C'est ça, mais ça, je l'entends de moins en moins. OK. Dans les 5 dernières années, j'entends moins en moins les couples me dire ce genre de choses-là. Ils ont trouvé une solution ou ils font juste plus l'amour puis ils ont fait leur deuil? Ils font plus l'amour. C'est plus comme si l'autre n'est pas intéressé, ben ça me tente pas d'avoir une relation sexuelle. Tandis qu'avant, j'entendais beaucoup plus le discours que j'ai dit précédemment. Je l'entends encore. Mais une partie du problème est réglée, mais le couple va encore, ils vont encore consulter. Ils n'ont pas la solution. Ils n'ont pas la solution, mais au moins, ils ne se violent plus. C'est ça qui est positif. C'est ça, exactement. Ouais. Parce que c'est ça se peut dans un couple. C'est comme récent là, qu'on accepte que ça se peut du viol conjugal. On disait qu'on n'en parlait pas avant, mais ça se peut. Oui, effectivement. Je pense que c'est en 1984 ou 87 que la loi est sortie, mais les mœurs par rapport à ça, même si c'est rendu illégal, il y a encore la forte pression de comme, un couple, il faut que ça baise. Donc... Mais est-ce que c'est... Mais c'est ça, c'est intéressant parce que le sexe, c'est-tu différent de d'autres activités? Parce que dans un couple, on fait d'autres activités qu'on n'a pas le goût de faire, tu sais. Non, mais tu comprends? Oui. Non, mais je veux dire, c'est ça pareil, c'est des compromis être en couple. Il y a des affaires qu'on fait. Je ne veux pas tomber dans les jokes de pommes, là, mais Chris, c'est pas tant que ça envie d'y aller. Là. mais oui, t'as pas entièrement raison. Mais est-ce que le sexe est différent d'une autre activité? Je sais pas. En quelque sorte, oui. Je pense que c'est à un autre niveau, parce que là, on parle vraiment des fois comme d'une intégrité corporelle versus, tu sais, comme aller pogner des pommes dans les arbres. C'est pas la même affaire. Oui, mais c'est je sais en passant. Là. mais il y a quand même ce débat-là. Tu sais, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est par rapport comme au ménage, par exemple. On n'a pas tous le même niveau de vouloir faire du ménage. Ouais. Puis le simple fait que quelqu'un a un désir met une pression sur quelqu'un. Même si je ne suis pas coercif dans mon besoin ou mon désir, puis que je ne l'ai même jamais été. Comment ça s'exprime, le désir de ménage? J'ai le désir que tu fasses du ménage. Mais je te donne l'exemple. Ouais. Je suis en train d'écouter la télé, puis mon conjoint ou ma conjointe est en train de faire le ménage. Tu as une pression de faire comme impossible, je le vois pas, moi. Non, tu le vois. C'est ça. Peut-être que tu le vois pas. Parce que t'écoutes pas des choses assez intéressantes à la télé, parce que moi, mais souvent, les gens, ils vont dire, ils sentent la pression d'aller répondre simplement, ou quelqu'un, tu sais, qui va s'occuper de l'enfant. Puis il y en a, effectivement, qui vont s'en foutre, vont faire comme, moi, je fais mon affaire, puis deal avec tes affaires. Mais il y a une pression où, tu sais, quelqu'un fait juste dire, on fait-tu telle activité? La difficulté de dire non, parce que souvent, les gens réagissent mal quand on répond pas à leurs besoins ou leurs désirs. Puis les gens vont mal réagir. Puis on peut faire un parallèle par rapport à comme juste l'affection aussi, tu sais, qui est pas de la sexualité, mais qui s'y apparente. On va souvent avoir l'impression que, par exemple, on peut dire non à de la sexualité, c'est maintenant devenu plus socialement acceptable, mais de dire non à de l'affection, quelqu'un qui veut donner ou recevoir de l'affection, tu es comme non, ça me tente pas en ce moment, ça passe moins bien. Fait qu'il y a encore une pression sociale par rapport à ça. Puis c'est légitime de dire, par exemple, ou c'est pas légitime, où on remet en question quelqu'un qui dit, moi je suis pas satisfait dans mon couple, il y a pas assez de sexualité, je veux quitter. On est comme vraiment. On juge ça, oui, vraiment. Juste pour du sexe, tu vas quitter notre relation ou tu as quitté ta relation pour la sexualité. Mais de dire, hey, j'ai pas assez d'affection dans mon couple, ça, c'est légitime de quitter. Ou de ménage. Oui, effectivement. Fait qu'il y a des raisons légitimes et non légitimes. La personne qui jugerait pas avoir assez de sexe, on la juge comme problématique ou c'était weird, c'est exagéré, mais c'est un besoin. Ou répond à tes besoins affectifs autrement que par la sexualité. Okay. Mais ça se peut que la personne ait un problème. Mais ça, c'est intéressant, les couples juste mal matchés, tu sais, côté niveau sexuel. Puis c'est horrible quand tu y penses, là. Mais souvent, au début, il y a de la souffrance des deux côtés. Oui, là. Oui, tout à fait. Puis moi, c'est ce que j'explique quand les gens viennent me consulter par rapport à ça. Peu importe dans laquelle position tu vas te retrouver, que tu sois le partenaire ou la partenaire qui a plus de désir ou moins de désir, c'est poche. C'est poche, oui. La personne qui a moins de désir, il faut qu'elle rejette comme constamment, elle sent constamment la pression, il y a la crainte de l'infidélité, de la rupture, de l'insatisfaction constante de l'autre personne. Puis là, si quelqu'un, par exemple, réagit mal par rapport à ça, mais il y a de la bouderie, il y a de la coercion, etc. Et comme sexologue, là, c'est-tu la rupture, la solution à ça? Ou il faut trouver un entre-deux? Ou l'entre-deux, c'est un peu chacun se faire violence? Ou c'est genre, qu'est-ce qu'on... Tu sais, globalement, généralement, là, un couple, il dit, moi, je veux 7 relations par semaine. L'autre, elle dit, moi, 1 fois par mois, ça serait suffisant. Ou le gars voudrait 1 fois par mois. Est-ce que tu dis,
Vous n'êtes pas fait pour aller ensemble? That's all? Non, parce que souvent, en fait, le fait qu'il y a une différence qui se fait dans le couple, parce qu'au début, souvent, il y en a moins ou il y en a est quasiment invisible, mais la différence, elle est inévitable. Puis souvent, les gens gèrent mal cette différence-là, puis parfois, elle n'est pas si grande que ça, mais parce qu'on la gère mal, elle s'amplifie. OK, à cause des colères, puis tout. La colère, la pression qu'on se met, les enfants, le stress, etc. Puis ça fait ressortir parfois plein d'insécurités peut-être sexuelles. les deux sont pas à un mois puis 7 par semaine. Mais souvent, c'est ça que ça donne, mais comme ça devient un sujet conflictuel, puis on n'en parle pas. On n'en parle pas, on tombe souvent dans des routines sexuelles, on est souvent axé sur comme, donner un orgasme, recevoir un orgasme. C'est pas si pire que ça dans la vie. Là. Non, effectivement. Mais parce qu'au début d'une relation, c'est très valorisant de donner un orgasme. Après 5-10 ans, t'es comme, putain, valorisé en t'en donnant un. C'est vrai? Oui. C'est moi le nono qui donne encore des orgasmes après 21 ans? C'est pas... Tabarnak, c'est pas valorisant. su qu'on peut arrêter. mais pour de vrai, tu me choques. Là, non, mais les gens, à un moment donné, sont comme, tu sais, donner un orgasme à une nouvelle personne, c'est excitant. Donner un orgasme à quelqu'un que tu fais longtemps que tu connais, c'est moins intéressant. Par contre... je suis pas sexologue, mais je ne suis pas d'accord. Ouais. T'es peut-être encore à ce stade-là, je sais pas. Oui, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais ça m'étonne quand dans ça, ils font quoi de bord? Mais c'est parce que les gens, éventuellement... Ils se gossent, expliquant qu'ils trouvent ça facile longtemps, ils arrêtent? Non, c'est que le sens de la sexualité ou l'intention que tu donnes à la sexualité doit changer. C'est que si ton but est tout le temps de donner un orgasme, les gens, souvent les femmes, se lassent de ça, beaucoup plus que les hommes. Puis ça peut être l'inverse, mais les femmes se lassent beaucoup plus facilement de comme juste se donner un orgasme ou s'échanger un orgasme. Un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond dans les relations sexuelles, une intimité qui n'a jamais vraiment été là. Puis pour moi, quand les gens viennent me voir, la première chose que je leur dis, vous êtes exactement où vous avez besoin d'être dans votre couple. C'est chiant, c'est plate cette étape-là, mais elle est nécessaire, mais c'est le tremplin vers une intimité plus profonde. Là, vous avez atteint le maximum de qu'est-ce que vous pouvez atteindre à juste vous donner des orgasmes. Mécaniquement. Souvent, quand je nomme comment que les gens font l'amour, j'ai dit, ce que vous me dites là en ce moment, c'est que... Et les gens te disent comment ils font l'amour? En très grand détail. Oui. Jusqu'à ce que les gens pensent pendant une relation sexuelle. Hein? Puis ils disent ça chacun de leur bord ou les deux là présents? Les deux là en présent. Hein? Ouais. C'est impossible que j'aille dans une thérapie de sexe. Parce que c'est ce qui se passe dans ta tête, c'est ce qui détermine principalement ta satisfaction que tu vas avoir. Fait que si tout le long, là, je suis en train de faire une relation sexuelle, puis là, je fais une fellation, puis là, je suis pas bien, je sais pas trop qu'est-ce que je fais, ça prend plus de temps que d'habitude, il me semble qu'il bande plus mou que d'habitude, il me semble que ça prend plus de temps. Hey, je suis encore assez belle pour lui, puis là, l'autre qui est comme, je bande plus, qu'est-ce que je fais, pourquoi ça fonctionne moins bien. Fait que là, les gens sont plus dans une dynamique qui est agréable et plaisante. Fait que moi, ce que je les amène à faire, c'est réaliser qu'ils sont dans cette dynamique-là. Puis souvent, les gens vont dire... Recréer le canal de communication, puis parlez-vous. Toi, tu es comme un peu la troisième personne, fait comme, hey, parlez-vous. Puis des fois, on a besoin de juste casser la glace pour que les gens se parlent. Ça, je comprends. Mais souvent, les gens se parlent de façon non verbale, mais ils veulent pas tant admettre ce qu'ils se disent. Donc, tantôt, je parlais du sexe par pitié. Souvent, les gens, ça fait longtemps qu'ils sont dans du sexe par pitié. Tout le monde est au courant, mais il n'y a personne qui veut le verbaliser. Ben, ou c'est normalisé, ou ils se disent c'est ça, puis c'est le même pour tout le monde. Exactement. Ou on n'a pas le choix, ou c'est ça qu'on va avoir. Puis, tu sais, la sexualité, ça diminue. Puis moi, ce que je leur dis, c'est que, ben, en fait, tu as l'opportunité d'avoir d'autres choses. Mais effectivement, il faut commencer à travailler vos insécurités, puis toutes les dynamiques malsaines dans lesquelles vous avez rentré. Il faut redéfinir comment qu'on rentre dans la sexualité, avec quelle intention, d'être beaucoup plus dans la présence, de regarder plus la vibe, l'attitude que tu vas avoir que juste est-ce que je fais la bonne séquence sur ton corps pour que tu aies un orgasme. Puis souvent, les gens... Elle existe-tu, cette séquence-là? Es-tu quelque part? Oui. Ah oui, c'est vrai? Oui. Mais les gens... Elle est imprimée quelque part, là, genre, on peut... Non. Faut que oui, c'est ça. C'est comme les étapes de se laver les mains dans les toilettes, là, mais genre les 4 étapes de l'orgasme. Comme, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais souvent, en fait, les gens, c'est parce qu'ils la connaissent, la recette, puis ils la trouvent plate. Oui, c'est vrai. C'est que c'est comme, je sais que t'aimes ça, puis je sais que t'aimes ça, puis je sais que t'aimes ça. Puis inversement, tu vas me faire la même affaire, puis à un moment donné, c'est comme, on est comme sur la chaîne Ford, là. Je fais toujours un peu la même affaire, je tourne le même boulon, puis t'arrives à avoir ton orgasme. Ça devient trop personnel. Pas trop de moi, là, fait que là, on va changer de sujet. Non, mais OK, t'as abordé le sujet de la fidélité parce que je voulais en parler. C'est la première chose que, quand j'ai communiqué avec toi, c'est ce dont je voulais parler, c'est cette nouvelle de Coldplay, en fait, qui a fait le tour du monde. Puis on dit souvent viral, mais c'est pas réellement viral. Mais ça a été vraiment viral pour de vrai, là. Ça a comme une traînée de poudre. Ce couple en Angleterre, c'était à Londres, hein? C'est un couple d'Anglais privilégiés. Les deux, je pense, un CEO, puis l'autre qui est l'assistante ou quelque chose. Fait que les deux fait que les deux gagnent bien leur vie, sont pris pendant un concert de Coldplay sur le Jumbotron en train de danser ensemble. Puis là, tu vois le gars fondre parce qu'il réalise
que tout le monde le voit, puis c'était de l'infidélité. C'était un couple qui était chacun... c'était un duo qui était chacun en couple avec des enfants. Et moi, je voulais te demander, qu'est-ce que ça vient chercher chez les... Pourquoi ça a autant intéressé les gens? Qu'est-ce qui vient chercher les gens dans ce genre d'histoire-là, puis d'infidélité, quand... je sais que je vais sonner un peu, peut-être étrange, puis j'essaie d'écrire un numéro sur l'infidélité depuis un certain temps, puis ça marche pas, parce que personne n'embarque dans mon idée que c'est pas si grave que ça. C'est ça ma prémisse. Ben ouais, c'est ça. Ben, j'ai pas trouvé... Non, mais puis c'est pas pour me dédouaner, c'est pas par rapport à ça. Je fais juste comme, pourquoi on a élevé ça à une espèce de... la plus grosse trahison, le crime, genre, cardinal, l'infidélité? Je cherche à comprendre. Je pense que dans cette situation-là, ça a pris une ampleur parce que je pense que c'était un peu humoristique. Aussi, bien sûr. La réaction de ces gens-là. Mais si tu regardes dans les médias, les célébrités, aussitôt qu'il y a une infidélité, là, ça sort dans les magazines et tout ça. Mais c'est quelque chose qui vient profondément chercher les gens parce que c'est comme un bris de confiance, mais ça vient profondément atteindre aussi ton estime personnelle. C'est comment as-tu me faire... voyons. Comment as-tu... Est-ce que tu... Oui, as-tu pu, merci, me faire ça? Et toute la question de, mais pourquoi? Puis qu'est-ce que ça veut dire de moi? Fait que c'est très dévalorisant. Puis même au niveau des recherches... Je pose la question, pourquoi? Pourquoi les gens font ça? Non, pourquoi c'est dévalorisant? Pourquoi ça affecte notre estime de soi? Par rapport à... Tu sais, je sais, là, mes comparaisons ne sont pas toujours excellentes, mais je veux dire, quelqu'un qui t'avait... Je le disais sur scène, tu sais, mettons, ton chum, il te dit « je bois plus » ou ton chum, il te dit « je joue plus », puis tu apprends qu'il va au casino dans ton dos, tu le laisses-tu? Puis là, le monde faisait comme « non ». Mais pourquoi s'il te trompe, tu le laisses? C'est la même trahison, là? C'est pas différent? Il t'a menti, il joue dans ton dos. Mais tu as la trahison, mais tu as l'aspect de... c'est dévalorisant socialement, en fait, se faire tromper. C'est dévalorisant juste par soi-même de comme tu m'as remplacé par quelqu'un. Ce que tu n'auras pas, par exemple, par rapport au jeu ou le fait que tu m'as simplement menti. Oui, il y a le mensonge, mais il faut que je redéfinisse aussi toute notre histoire. Fait que là, c'est comme, hey, à notre anniversaire, là, quand tu textais, là, à qui tu textais finalement quand tu as comme flippé ton... Fait qu'un souvenir qui était initialement positif, soudainement, ne le devient plus. Et donc, je dois redéfinir, en fait, non seulement notre histoire, mais comment moi, je me suis identifié dans cette histoire-là. Fait que c'est là que ça va venir jouer de façon différente que d'autres types de mensonges. Mais tu as raison, effectivement, qu'on ne devrait pas se définir à travers d'une infidélité. Fait que quand les gens viennent me consulter, soit individuellement ou en couple, la personne qui s'est fait tromper, je vais lui demander, mais pourquoi tu te laisses définir par des actions de quelqu'un d'autre? Mais c'est tellement... c'est comme naturel ou normal qu'on le fait de cette façon-là, mais c'est d'amener effectivement la personne qui a été trompée à arrêter de se définir à travers l'infidélité de l'autre. Parce que, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a des couples où il y a des gens, hommes comme femmes, qui sont au courant de l'infidélité de l'autre, ils ferment les yeux, puis tant que ça ne devient pas connu ou médiatisé ou public, ils dealent avec ça, puis quand ça devient public, là, ils ont le sentiment de perdre la face, et là, ça devient grave, et la rupture. Je te donne un exemple. Si tu sors avec un joueur de hockey, ben c'est ça. Il y a des bonnes chances. Non, mais je veux dire, puis tu vois des couples, genre, il se fait pogner avec une fille à Phoenix, puis là, la femme, elle laisse. Ouais, mais c'était le deal, là, tu sais, vous le saviez depuis longtemps. Ben, je pense. Je sais pas si le deal est écrit ou tacite, mais ils sont tous infidèles, les joueurs de hockey, je pense. Je veux pas me mettre à dos les joueurs de hockey. Non, mais c'est un préjugé, mais ils sont... Oui, c'est un gros préjugé, là. Ouais. Mais... mais je pense qu'effectivement, il y a la perte du... Il y a souvent des signes qui sont là, puis qui sont peut-être pas avant-coureurs, où souvent les gens vont accuser leur partenaire féminin ou masculin de quelque chose, puis ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont le nier. Puis là, c'est comme, la preuve n'est pas assez solide pour vraiment le démontrer. Mais quand ça sort dans Hockey 333... C'est ça. Mais effectivement, il y a l'humiliation sociale. Puis il y en a effectivement qui savent que leur partenaire, puis tu n'as pas besoin d'être un joueur de hockey ou une personne célèbre. Des fois, les gens D'autres gens qui trompent aussi. Oui, c'est ça, exactement. Tu as bien des gens, effectivement, qui sont au courant de l'infidélité, le laissent passer pendant des années. Puis là, quand ça sort, là, ça vient vraiment les déranger, tu sais. Ou les gens vont... moi, je m'amusais parce que là, dans ce numéro-là, je posais des questions aux gens, là. Mais, tu sais, ton chum ou ta blonde te trompe une fois en Indonésie avec quelqu'un que tu sais que tu ne reverras jamais de ta vie, qui ne reverra jamais de sa vie, puis que personne ne le saura jamais au Québec, le laisses-tu? Puis le monde faisait comme, ben non. Fait que c'est fascinant, tu sais.
il y a de quoi, mais si c'est avec la voisine, ben la voisine, c'est un peu proche. Peut-être un peu plus loin. Mais peut-être pas quelqu'un que tu vois chaque jour, mais tu sais, si c'est avec quelqu'un que tu sais que la gang du bureau le sait et potine dans ton dos, là, ça devient 10 fois plus grave. Mais je trouve ça intéressant. La gravité de l'infidélité est grandement déterminée par le sens qu'il va avoir. Effectivement, la personne en Inde peut ne pas vraiment beaucoup déranger tant que ça, mais effectivement, quelqu'un proche, est-ce que ça s'est fait dans notre lit? Est-ce que tu le regrettais? C'est quand est-ce que tu m'as menti par rapport à ça? Dans quelles circonstances ça s'est passé? C'était-tu le jour de notre mariage, par exemple? Ça n'a pas le même sens qu'on était dans un bar, on s'est frenché, on s'est un peu touché dans les toilettes. Mais par contre, il y en a qui vont davantage réagir à ça parce qu'ils vont dire « Hey, pour genre quelqu'un que tu connais même pas, un étranger... » Pour quelqu'un de laid. Non, mais je veux le voir, je veux le voir, il ressemble à quoi? Mais, OK, il est beau, c'est correct, je mais comprends. le fait d'avoir comme ruiné la relation pour quelqu'un que tu connais même pas, des fois, les gens sont comme, j'aurais préféré que ça soit comme quelqu'un que tu connais ou que tu es en amour avec, que genre, juste pour du cul. Comme sexologue, quand on rencontre un couple qui a de l'infidélité, est-ce que c'est nécessairement un deal breaker? Encore là, qu'est-ce qu'on recommande? Est-ce qu'on voit si ça, c'est une erreur qui est arrivée une fois ou si c'est un pattern? Est-ce que tu minimises ça ou tu sais, parce que ce qu'on dit, c'est que socialement, c'est très dévalorisé et tout, mais est-ce que tu dis comme, non, c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu fais mon numéro? C'est ça, je veux savoir. Est-ce que tu l'as... Ben, je vais m'en inspirer, mais généralement, tu as 3 scénarios qui vont se passer. Soit les gens vont comme immédiatement mettre fin à la relation, c'était comme une trop grande trahison, c'était un deal breaker. Fait qu'ils seront pas chez toi pour ça. Ben, des fois, ils vont venir, puis comme assez rapidement, c'est vers ça qu'on se dirige, puis ça fait partie de la thérapie de comme, est-ce que tu es prêt à accepter aussi la situation? Des fois, les gens vont juste comme se réconcilier, mais il n'y aura pas d'acceptation, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de réparation. Ça fait un beau couple d'amour. Exactement. Fait que là, c'est comme... On en connaît des comme ça. On ramène toujours ça sur la table. L'autre va peut-être être infidèle à son tour par vengeance. Tout et rien est une raison de ramener cette situation-là sur la table. Puis il y a des gens qui vont, au contraire, grandir de cette situation-là. Donc, comme tantôt je disais, les gens qui se retrouvent à avoir moins de désir ou être dans un creux sexuel, c'est une opportunité. L'infidélité peut être aussi une opportunité. Parce que souvent, la personne qui a trompé, qui a trahi le couple, n'était pas nécessairement la première personne qui a trompé puis qui a trahi. Pas dans le sens qu'il y a eu une autre infidélité, mais que la personne, par exemple, qui s'est fait tromper d'un fois, ça fait longtemps qu'elle a abandonné la relation puis la sexualité. Puis apprend l'autre pour acquis. Puis des fois, il y a comme un questionnement par rapport à ça. C'est sa faute à elle, on s'entend? Exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais je laisse ça clair. Mais pour arriver dans le processus d'acceptation, des fois, sans que nécessairement ça vienne justifier ou que ça vienne donner raison à la personne qui a trompé, il faut quand même que la personne qui a été trompée se questionne. Elle n'est pas nécessairement toujours responsable, la personne, ou elle n'a pas nécessairement une part de responsabilité, mais elle doit avoir ce questionnement. Pour réparer le couple, il faut que les deux aient réfléchi. C'est ça, oui. Ça. Puis généralement, on va commencer par la personne qui a trompé puis réparer cette situation-là. Mais souvent... Imagine les deux arrivent, là, tu fais comme « Fait qui t'a trompé? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'as fait? » Mais des fois, la personne, c'est comme ça qu'elle l'a justifié. C'est quand même, mais ça fait des années que non seulement on ne baise pas, mais que tu as comme abandonné, en fait, notre couple. Fait que, oui, je me sentais tout à fait justifié. Puis non, j'ai même pas de culpabilité de l'avoir fait. Comme moi, tu m'as blessé. Moi, tu m'as ignoré pendant des années. Pourquoi est-ce que moi, je me sentirais mal puis que j'aurais de l'empathie pour le toi qui souffre quand moi, ça fait peut-être des années aussi que je souffre. Il y a des couples qui sont terminés mais qui habitent encore ensemble mais que ça fait 4 ans qu'ils sont plus là. C'est ça que je comprends. Oui, exactement. C'est intéressant. Puis, non, j'avais une bonne question là-dessus. Sûrement. Oh my God, je l'ai oublié. C'est pas grave. Je voulais... Ah oui! On va finir en parlant de... Ah non, excuse-moi. C'est-tu vrai que c'est 50% des gens qui vont vivre de l'infidélité dans leur couple? Ou dans leur vie, on dit que c'est une personne sur deux? C'est-tu une statistique exagérée? Oui, on tourne alentour... les statistiques tournent alentour du genre 42, 45, 48, là, selon les études. Puis il y a une certaine différence entre les hommes et les femmes. Mais ça reste quand même dans les mêmes pourcentages. Fait que ça veut dire que, tu sais, dans les couples ou dans les gens qu'on connaît de 60 ans, mettons, ou 50 ans... Il y a eu des histoires, là, puis il y en a qui ont passé par-dessus, il y en a qui se sont laissés. Mais je veux dire, c'est commun, là. Oui, quand même assez. OK. Ça rend pas ça moins grave, là, mais c'est commun. Revenez-en. Oui. Non. Je voulais qu'on parle d'un dernier sujet. OK, on a encore un petit peu de temps. Oui, OK, un dernier petit sujet qui celui-là aussi m'interpelle, c'est quand j'entends dans les médias que les jeunes ont moins de relations sexuelles que les plus vieux. Ça revient. C'est comme des fantômes qui reviennent régulièrement. On dit les milléniaux ou tout. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce qui explique ça si c'est vrai? Les études semblent faire ressortir qu'effectivement, les jeunes ont moins tendance à faire l'amour que leurs prédécesseurs. À âge égal ou en ce moment?
Parce que je veux savoir, est-ce que les gens de 70 ans font plus l'amour que En les ce gens moment? de 20? Là! Je ne sais pas qu'est-ce que l'étude a nécessairement. Ouais, Mais je pense parce que c'était que par rapport à dans la vingtaine. Je Parce pense que ça pourrait un peu me troubler. Oui, mais je pense que c'était plus par rapport à qu'est-ce qu'il faisait dans ces années-là. Puis peut-être que les chiffres aussi, là, si c'est effectivement comme ça que l'étude a été faite, est-ce que les gens se rappellent vraiment jusqu'à quel point qu'ils baisaient dans ce temps-là? Dans le noir et blanc. Oui, c'est ça, en noir et blanc. Je me souviens. Il y a 30 ans, je me rappelle que... Là, Mais tu sais, dans les sondages, où quand on demande combien les gens font, c'est toujours 3 fois par semaine, puis c'est probablement pas c'est ça. 2,5. C'est 2,5? 2,5. Il y a comme une demi là-dedans Ah, il y a qui une semble demi, rentrer. OK. Ah, mais c'est OK, je savais. Mais moi ce critère-là ou cette fréquence-là, je lui donne très peu d'importance parce que, tout comme je disais tantôt, quand tu considères le sexe par pitié, je m'en fous un peu que ça soit 2,5 ou 3 ou 4. Moi, c'est peut-être correct. Eux, c'est du pitié. C'est ça. C'est pas nécessairement bon. Il y a des gens comprends. qui sont super heureux, ils font ça genre 1 fois ou 2 semaines, mais ils ont du bon sexe. Puis il y en a qui font ça 3 fois semaine, 5 fois semaine. Ça veut pas nécessairement dire que c'est du bon sexe pour tout le monde. Mais pour les jeunes, comment on explique qu'ils seraient moins portés sur la sexualité? Moi, je pense que, par rapport au sujet qu'on parlait tantôt, je pense que le consentement a pris une ampleur beaucoup plus importante pour cette génération-là. C'est-à-dire qu'on faisait l'amour sous, puis non, pas nécessairement avec le consentement avant. Je C'est pense un que peu oui. dark comme idée, mais ça se peut Oui, qu'il y a eu moi- beaucoup de bébés et de relations sexuelles. Moi, je pense que ça joue. Je pense pas que c'est le seul critère, mais je pense que c'est un des facteurs qui joue, parce que les gens, effectivement, sont beaucoup plus conscients de comme, OK, mais si on le fait, c'est parce qu'on a tous les deux le goût. Et donc, si on n'a pas tous les deux le goût, ben on le fait pas. Donc ça diminue nécessairement la fréquence qu'il Au va moins avoir. de 0,5 par semaine. Exactement. On, Donc, là, on tombe vient à 2. d'expliquer 0,5. On est tombé à 2. Mais je pense aussi que, tu sais, il y en a plusieurs, tu sais, avec les médias sociaux, tout ça, toute l'interaction humaine, tu sais, les gens Il y a sont... moins de rencontres, moins Oui, il y de a moins de bars, il y a moins rencontres. de sorties. Exactement. OK. Puis les gens se rencontrent sur des applications. Fait que les habiletés sociales sont peut-être un peu déficitaires. Donc ça, je pense que Oui, ça Vanessa, tu vient voulais... jouer. J'allais dire, ils ont l'Internet maintenant, puis il y a tout l'aspect de la pornographie aussi en ligne là, qui est disponible puis qui a explosé. Là, connais puis pas. maintenant, les Je sais pas gens, de quoi tu parles. avec, tu sais pas, avec leurs mains, généralement, tu sais, je pense que on voit que l'exploration sexuelle commence peut-être un peu plus tôt, sans mener nécessairement à des relations sexuelles, mais c'est qu'on va tomber sur du contenu Mais tu sais- sexuel explicite, de plus en plus violent aussi. Les parties de sous-sol, les gamers, rester sur Internet plutôt que faire des sorties sociales, je pense que ça a beaucoup changé. Là. Je pense que les générations plus jeunes, effectivement, vont moins d'un bar. On le voit qu'il y en a moins, il y a moins d'occasions de sortie. Ça peut expliquer une partie de ça, je comprends. Fait que ça serait pas nécessairement un choix... c'est pas nécessairement revendiqué comme on veut moins de sexe, on en fait moins, on trouve ça moins important. C'est les occasions qui seraient moins là. Oui, puis je pense qu'ils sont aussi plus au courant ou plus conscients de leurs insécurités par rapport à la sexualité, puis ils veulent juste l'éviter. Tandis qu'avant, il y avait... Ils assument... Oui, bien, je pense qu'ils assument davantage. Je ne peux peut-être pas assumer, mais du moins, ils évitent davantage leurs insécurités, OK. tandis que les anciennes générations, c'était comme, mais t'as pas le choix, là, vas-y. C'est ça. Vas-y. Est-ce qu'on parle d'une diminution du sexe hétérosexuel? Parce que moi aussi, ce que j'entends chez les jeunes, c'est que maintenant, la sexualité ne passe pas nécessairement par la pénétration. On va avoir du sexe lesbien, on va avoir du sexe entre personnes queer, on va essayer d'autres affaires. T'sais. Oui, ça doit jouer. Là, il faudrait vraiment aller voir, est-ce que l'étude a vraiment fait la distinction entre... Je comme- pense que quelle ils était la peuvent dire, vous définition? êtes deux filles, vous avez fait du sexe, ça compte pas. Ben, C'est weird. Mais c'est parce que quand tu poses la question aux gens, quand tu dis Ils avez-vous pensent des pénétration relations toujours. Mais OK. ils peuvent. Ah, mais est-ce que ouais. ça a été clarifié? Est-ce qu'on a identifié à travers la recherche? Généralement, les recherches d'aujourd'hui, si ça a bien été fait, Les questions sont claires. on va poser plusieurs questions. Mm-hmm. Est-ce que vous avez fait du sexe oral dans les 6 derniers mois? Est-ce que vous avez fait telle pratique? Puis après ça, les chercheurs vont dire... On OK, donne mais- un pointage, ça vaut 2 points, Exact. ça vaut... mais ils vont être capables de dire, OK, les gens ont des relations sexuelles, tandis que si tu poses la question, avez-vous eu des relations sexuelles dans les 6 derniers mois, les gens vont dire... Bill ben, Clinton si- dit non. non! Exactement. Exactement. Mais comprends. d'habitude, dans les recherches, maintenant, on va aller chercher ça, mais peut-être qu'effectivement, ça n'a pas C'est été ça. fait. Est-ce que ça diminue le pourcentage? OK. Ça Puis reste tout, à Est-ce que questionner. parce que là, après ça, là, on a toujours... Ça aussi, c'est des idées récurrentes qui sont encore plus présentes avec les AI et tout, là, mais à savoir que les gens sont isolés, puis là, ils tombent en amour avec leur chat GPT ou avec des robots. Puis non, mais c'est toujours traité de manière un peu sensationnaliste puis ridicule, puis on rejette un peu du revers, mais c'est-tu réaliste de penser que des gens, puis un nombre non marginal de gens qui pourraient avoir des relations affectueuses et pas sexuelles, là, mais avec des chats GPT puis des trucs comme ça?
Oui, on le voit déjà, en fait, que c'est assez populaire. Là. Je ne sais pas si c'était même dans les millions de gens là, qui sont sur ces applications-là. À parler de sexe, puis d'avoir Urbania mais d'avoir un genre de sex bot. Là, du sextape, pas du sexting, là, ce qu'on va... Oui, c'est ça, avec un chatbot. Oui, mais même des avatars, puis de la technologie 3D, là, avec je dis ça comme si j'étais une experte. Mais ça, c'est de la porn. Ça, je pourrais un peu plus comprendre. Tu peux te créer un avatar sur mesure. Là. Il y a mon collègue Jean Bourbeau qui a fait un dossier sur Urbania là-dessus. Puis, c'est ça, là, c'est de se créer une blonde sur mesure qui comble ses besoins sexuels. Puis, tu peux voir toute l'activité. C'est peur, hein? Pour de vrai, ça fait peur un peu. Parce qu'après ça, la suite des choses, c'est des gens de plus en plus inaptes sociales. Puis, qui vont rester, c'est comme les dystopies qu'on voit là, rester genre en bédaine, camisole, moutarde avec leurs gros goggles, puis genre le reste, je ferai pas le reste, là, parce que... Mais tu sais, mais ils feront le reste. Mais pour moi, d'ici 10 ans, ça va devenir quelque chose qui va être accepté. Je pense pas un problème de santé, de société. Non, pas du tout. Moi, je pense que ça va venir accepter. Ça l'est déjà pas mal. Je veux dire, les gens réagissent un peu. Pas par moi, là. On trouve ça un peu marginal, mais les gens sont comme... Mais c'est pas sain. Quand on demande aux gens, est-ce que vous seriez prêt à avoir une relation ou rentrer en relation avec un chatbot, un bon pourcentage, là, je pense que c'était comme 25 à 35%. On enlève le sexe. Moi, juste les gens qui parlent avec leur téléphone, je les trouve coucou. Fait que je suis vraiment pas rendu là. Mais ça va devenir la norme. Je trouve ça weird, les gens qui parlent. Hey, chat, puis il leur donne un nom, là, puis j'ai du monde dans mon entourage. Là. Est-ce que je devrais aller là ou ça? Qu'est-ce que je devrais manger ce soir? Je fais comme, qu'est-ce qui se passe, gang? Là? Ben moi, je l'utilise comme si, psy à rabais, le chat GPT quand même. Tu vas virer en psychose. Tu as vu l'article dans le Journal de Montréal? Oui, mais il y a toujours... Il a prêté son téléphone au policier. Il dit parler avec. Le chatbot, il disait, il est correct, en amusant. Non, mais tu sais... Vous avez lu la nouvelle? Personne ne sait de quoi je parle. Non. Le gars était clairement... Ça faisait 7 jours qu'il parlait non-stop, 24 heures par jour à son chatbot. Sa famille était inquiète, puis lui, il pensait avoir développé... il pensait que son chatbot avait développé une conscience que personne d'autre avait jamais eue. Puis là, il parlait à sa famille, il dit « J'ai débloqué des capacités chez les chatbots. » Puis elle est rendue une vraie personne avec des émotions. Là, ils ont fait P36, je sais pas trop quoi, ils ont appelé la police, ils ont dit « Il fait une psychose, notre frère. » Puis ils sont arrivés. Puis là, lui, il chattait. Il dit « La police est là! Puis qu'est-ce que je dois faire? » Puis là, le chatbot, il disait « Dis-leur que t'es correct, que t'es avec moi, puis tout va bien. » Mais là, ils sont en train de dire qu'il faut qu'ils m'amènent. Je vais te les prêter. Puis il a prêté le téléphone aux policiers. Puis les policiers ont chatté avec le chatbot. Puis là, on a les grabs. Voilà. Mais c'est ça, je veux dire, ça va devenir normal. Tu sais, regarde comment les policiers ont rentré en relation assez rapidement avec le chatbot. Fait un moment donné, tu vas amener ta blonde, elle va être sur ton cellulaire ou ton chum, c'est comme, voici Julie. Qu'est-ce qu'elle prend pour manger? Qu'est-ce qu'elle prend pour manger? Elle est végétarienne. Non, mais tu sais, le film Her, là, avec Joaquin Phoenix, là, ça se passe genre en 2024, là, ce film-là. Puis honnêtement, pour un film qui fait il y a 10 ans, tu sais, au début, quand on a vu ce film-là, vous vous rappelez, hein, c'est comme un gars qui développe une relation avec son assistant vocal avant de se rendre compte. C'est Scarlett Johansson qui fait la voix suave. Puis avant de se rendre compte que finalement, tout le monde a le même assistant vocal puis qu'elle a des relations avec tout le monde. Puis quand ce film-là est sorti, on était tous comme, ben voyons donc, il est-tu épais, tombe en amour avec son robot, puis 10 ans plus tard, c'est vraiment ça. On est dans Black Mirror. C'est ça. La conclusion de cette première partie, on va faire merci. Merci, Vanessa. C'est sans aucun doute le sujet qui a marqué l'automne 2025, celui dont on a le plus parlé, la loi 2, soit la réforme de la rémunération des médecins de Christian Dubé. Et pour nous en parler, on a justement un médecin qui a décidé de venir passer la soirée avec nous plutôt que d'aller dans son gros chalet des Laurentides. Mesdames et messieurs, accueillez Benoît Lard. Allô, Benoît. Allô. Alors, ceux qui ne voient jamais de médecin, puis c'est rare qu'ils en voient un aussi proche, c'est le temps de poser des questions. On va prendre les problèmes un par un. Pour de vrai, quand on est médecin, est-ce que les gens sont toujours en train de nous dire leurs problèmes? Puis, toujours. Toujours, hein? Toujours. Par texto, par Messenger, en personne. Toujours. Oui, bien c'est ça. C'est une vocation qu'on dit. Voilà. Et voilà. Benoît, on se connaît un peu. On s'est côtoyés, on s'est rencontrés quelques fois parce qu'on a des amis en commun puis on a participé à un enterrement de vie de garçon ensemble. C'est bien vrai. Et c'est tout ce que je vais dire là-dessus. Ça s'était bien passé. Pour de vrai, de mémoire, rien d'illégal. Non. Non, c'est ça. Tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Je sais que c'est un sujet très sensible chez les médecins. La population, là, on a été bombardés d'informations ces dernières semaines. Ils en ont parlé dans les médias. Je ne chercherai pas à savoir qui a raison parce que c'est tellement complexe, mais je suis intéressé d'avoir ton point de vue, de ce que tu vis de ton côté. Puis je vais commencer par te demander, ça gagne combien un médecin?
Ah oui, straight comme ça. Oui. Est-ce que tu peux approcher un peu le micro? Ouais. D'accord. OK. La réponse, c'est ça dépend. Ouais. Mais je vais te donner les vrais chiffres. On OK. va jaser les vrais chiffres. Parce que Donc, ça a l'air difficile. Moi, j'ai suivi ça, je lisais, puis je sais jamais combien ça gagne un médecin. ben, puis c'est un des points les plus angoissants quand tu es résident puis que tu finis ta médecine puis que tu t'en vas pratiquer. Les résidents viennent nous voir et sont comme mais comment on fait? Et c'est vrai que c'est super complexe le système de rémunération avec je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de codes de facturation. Fait que dans le fond, en médecine familiale, la beauté de la médecine familiale, c'est qu'on peut faire une tonne de choses. Moi, présentement, je fais de la prise en charge. Fait que je suis un traditionnel médecin de famille qui a un bureau, qui fait de la prise en charge, qui voit 20-24 patients par jour dans une clinique, un GMF. Mais avant ça, j'ai fait de l'urgence, j'ai fait des soins intensifs. Tu sais, comme médecin de famille, tu peux faire des accouchements, tu suivre des patients dans les CHSLD, faire des soins palliatifs à domicile. Tu peux faire une tonne de choses. Et ça ne sera pas toujours payé de la même façon. Non. Tout ce que tu fais là, chaque acte est différent. Et donc, c'est un cahier, là. Ben, je fais ça, je ne l'ai jamais vu parce que c'est pas toi qui charges. OK. Non, c'est nous autres qui est obligé de se. Parce qu'à chaque acte que tu fais, il faut que tu te dises, c'est super complexe. Okay. Fait que tu le rentres, il y a des systèmes et tout ça. Et c'est un peu plate parce que c'est pas ça notre job, mais ça fait partie, à un moment donné, si tu veux envoyer tes enfants à l'école. Ça, c'est la méthode de rémunération qu'on a trouvée au Québec, qui était la méthode de s'assurer du travail des médecins, c'est-à-dire, selon les actes que tu poses, tu vas recevoir 30, 40, 50, 100 $, peu importe. C'est ça. Puis jasons des vrais chiffres parce que tout ça part des années 60, 70. Là, avant 61, je pense, les médecins, tu étais allé chez le médecin comme chez le notaire. Non, t'étais au privé. Ah, c'était fait que privé, les gens, t'étais comme aux États-Unis. Okay. Fait qu'avant 61, t'accouchais à la maison. Pourquoi t'accouchais à la maison? Parce que ça coûtait bien trop cher à aller à l'hôpital. Là, ça a changé un peu dans les années 50, 61, la loi de l'hospitalisation. Fait que quand t'étais hospitalisé, c'était couvert, mais si tu allais voir le médecin de famille, il fallait que tu payes. Puis c'était en 70. Il fallait que tu arrives enseignant pour que ça soit couvert. Oui. Puis en 70, là, tu as eu la fameuse réforme de Castonguay, la Castonguette qui appelait. Fait que là, tu allais chez le médecin, tu mettais ta carte d'assurance maladie. Système de santé il universel. Ça, universel, tout le monde. Et c'est de là que c'est venu. Il a fallu un code, il a fallu trouver une façon comment on va rémunérer ces gens-là. Puis, et c'est pas fait. Tu sais, c'est pas évident non plus. Si tu dis, moi, je vois 24 patients par jour, fait que je vais être rémunéré tant par patient. Un autre médecin dit, oui, mais moi, je suis des patients cancéreux qui ont des maladies graves. Tu sais, ça prend plus de temps. OK, mais comment tu ajustes ça? Oui, mais moi, je suis des bébés. Là, c'est différent. Mais moi, je fais beaucoup de santé mentale. Tu sais. Fait qu'il y a comme eu plein d'ajustements, bon an, mal an, en fait. Moi, je t'arrête un seul. Qui décide de ces tarifs-là? Est-ce que c'est l'Ordre des médecins et le gouvernement? C'est que le gouvernement où il y a une rencontre pour dire combien ça vaut telle affaire, combien ça prend de temps? C'est des rencontres. Okay. Dans le fond, c'est négocié entre les fameux syndicats des médecins. Fait que moi, je suis médecin de famille, la FMOQ, les omnipraticiens, et le gouvernement. Depuis toujours, depuis 1970, c'est négocié, il y a des rencontres comme ça. Et ça fait un bail, nous autres, qu'on n'a pas eu de renégociation. Est-ce que tu sais combien vaut tel acte? Est-ce qu'un médecin peut se dire, moi, je vais juste faire tel genre d'acte parce que je sais que c'est bien... Tu sais, j'ai trouvé le sweet spot, là. Ça, là, enlever de la cire dans les oreilles, là, c'est crissement payant. Oui, mais non. Est-ce que tu peux? Bien, il y en a, par exemple. Il y a un médecin qui ne fait que des vasectomies. Ouais. Il s'est spécialisé de ce côté-là, puis il ne fait que... Mais c'est un peu... Mais c'est parce qu'on veut qu'il soit bon, là. C'est correct que ce soit spécialisé là-dedans. Mais c'est ça. Parce que moi, s'il disait, je n'ai pas fait depuis 4 ans, mais je peux t'en faire une, je fais comme, non, c'est correct. On va aller voir. Ceci dit, quand tu fais j'ai travaillé aux Îles-de-la-Madeleine un peu. Aux Îles-de-la-Madeleine, tu faisais tout. Les animaux aussi. Presque. Et donc, tu sais, je faisais de l'urgence, du bureau, de l'hospice puis des soins intensifs. Fait que, tu sais, autant un patient, un infarctus aigu, un AVC qu'on trombolysait, jusqu'aux soins palliatifs, à un suivi de bureau où est-ce que quelqu'un vient pour une infection urinaire. Fait que, tu sais, tu faisais de tout. Je faisais pas d'accouchement. Les accouchements, on laissait ça à ceux qui en faisaient un petit peu plus. J'essaie, là, pour être bref puis que les gens comprennent bien, il y a un petit livre, un gros livre, en fait, avec tous les codes puis tout ce que ça vaut. Est-ce que ça, puis là, pour un médecin comme toi qui a une clinique, puis là, on va revenir à tout ce qu'il y a autour de la clinique, là, puis qu'est-ce que ça coûte avoir une clinique, tu fais des actes, tu charges. Ouais. Puis on reviendra tantôt à savoir aussi si toutes les autres
corps de métier ou toutes les autres pratiques, c'est aussi comme ça? Est-ce que quelqu'un à l'urgence ou à l'hôpital, c'est aussi quand quelqu'un rentre, j'ai un infarctus, non, ça, c'est pas payant, versus c'est autre chose. Ou genre, il est payé pour le temps qu'il est là, on pourrait revenir. Donc là, on est dans la clinique familiale parce que tu es un médecin de famille. Tu charges ça à la fin de l'année, ou trimestriel, je sais pas, tu reçois un montant, mais tu as des coûts associés à ça. Bien, parce qu'on est vraiment, tu sais, quand il en parle dans les médias, on est travailleur autonome. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Tu billes à l'État. Fait que, tu sais, mettons que quelqu'un vient me voir pour une entorse à la cheville, j'examine la cheville, on va faire une radiographie, ça me donne 23 piastres, je pense. Tu sais. Et là, tu fais ça un peu, quelqu'un vient, ben, mal au ventre, là, c'est plus compliqué, tu sais, 49 piastres. Puis là, et là, quand c'est tes patients qui viennent, c'est des tarifs différents. Puis quand c'est des patients plus malades, c'est super complexe. Mais pour travailler, mettons, dans mon GMF, chaque médecin a des frais. Parce que dans le fond, les gens pensent que notre clinique, c'est payé par l'État. Mais non, c'est notre clinique, c'est nous autres qui l'entretient, c'est nous autres qui payent les frais. C'est du semi-privé, on pourrait dire ça. Et donc, moi, ça me coûte 41 000 travailler dans ma clinique. Fait qu'à tous les mois... Parce que vous partagez ça entre quelques médecins. Chaque médecin paye 41 000. En fait, il y a un montant, ce montant-là est taxable, non récupérable. Les gens disent « Ah oui, mais tu as une entreprise. » Non, comme professionnel, je ne peux pas récupérer les taxes. C'est pas comme un dépanneur ou une entreprise. Fait que, et donc, 41 000. Je paye des frais pour m'assurer, à ma fédération, au Collège des médecins, les assurances à gauche et à droite. Fait que, mettons, un autre 10 000. Fait que ça me coûte 50 000 avant d'avoir... Par année? Par année. Par année, OK. Ouais, par année, par mois, Par mois, ce serait intense. C'est pour ça que quand on dit le chiffre qu'un médecin bille au gouvernement, c'est pas nécessairement son revenu. Puis les gens pensent qu'on est des employés de l'État. Et là, ça se parle beaucoup. Puis ça, c'est un débat légitime. Est-ce que les médecins devraient être des employés de l'État? Parce que vous avez un seul client. Parce qu'on a un seul client. Qui est comme un peu assuré parce qu'il y a bien du monde malade puis il va payer tout le temps. Et voilà. C'est ça, non, mais je comprends. Oui, exactement. Et donc, est-ce qu'on devrait être des employés? Avec l'employé de l'État, faut que tu fournisses le bureau, faut que tu fournisses des assurances collectives, un fonds de pension. Tu sais, on n'a pas ça. Fait que moi, à chaque mois, il faut que je me mette... Comme un travailleur autonome, comme un artiste comme ça. Exactement, comme un artiste. Il faut que je mette 30% de côté pour si je vais avoir une retraite, puis blablabla. Et exactement, parce qu'on n'a rien. Et les gens disent, ouais, non, tu es avec l'AREGOP. Tu dis, non, je ne suis pas une... L'AREGOP, c'est le fonds de pension des employés du réseau de la santé. On n'est pas éligible à ça. Puis un médecin de famille moyen, ça gagne combien? Et donc, après tout ça? Après tout ça, entre 250 et 350 000 par année. Puis ça, c'est un chiffre que tout le monde ne va pas réagir de la même façon à ce chiffre-là. Vous êtes un peu victime de ce chiffre-là, dans le sens que peu importe l'intention du gouvernement puis ce qu'il essaie de faire, puis que personne ne comprend vraiment exactement qu'est-ce qu'il essaie de faire, mais il essaie de le faire à du monde qui gagne 250 000. Fait qu'il y a une partie de la population qui fait comme « on s'en crisse si vous maltraitez parce que vous êtes riche ». Et là, mais en fait, c'est un débat qu'on devrait peut-être avoir, parce que le gouvernement dit avec la loi 2, on ne change pas votre rémunération globale, on fait juste changer la façon avec laquelle vous allez aller la chercher. Okay. Dans un objectif de... Puis là, c'est intéressant parce que je pose des questions que je me pose quand j'écoute la radio là-dessus, mais dans un objectif de vous... Ça serait quoi, selon toi, l'objectif du gouvernement, c'est-tu vous forcer à faire ou vous orienter vers certains actes, vous faire plus d'heures par semaine, vous faire voir plus de médecins, plus de patients dans ces mêmes heures-là. Ça serait quoi les objectifs du gouvernement là-dedans? Bien, puis je vais essayer de rester positif. Et là, bien, surtout ce soir, on est dans une si je gagnais 250 000, je serais positif. Mais tu sais, à ça... Je sais que tu étudies beaucoup plus longtemps que moi. Là, Et la formation est quand même intense. N'importe qui a un médecin dans son entourage, que ce soit la formation en médecine, la résidence... Je connais des artistes qui gagnent plus que ça. Tu comprends? Je suis entouré d'artistes qui ont des plus grosses maisons. En fait, je connais beaucoup de monde qui gagne plus que ça. Des gens d'affaires, en finance, il y a plein de... Et tu sais, si on se dit... Mais on ne fera pas pleurer personne, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le montant... nécessairement que c'est dégueulasse. Encore une fois, là, on parle de 250, mais 250 enlève... si j'étais un employé de l'État, enlève le fonds de pension, les assurances, et ça vaut combien comme salaire? T'sais, on est plus dans les 100 000 élevés, là, un 175, 180, mais pas 200. Et donc, pour répondre à ta question, c'est quoi l'objectif de l'État? Je pense qu'en restant positif, il y en a deux. Notre système ne marche pas présentement. C'est pas normal que quelqu'un qui est un médecin de famille, qui soit mon patient. Présentement, j'ai à peu près 700, 800 patients. Je travaille 5 jours semaine, on est ouvert 7 jours semaine, je fais des fins de semaine. C'est pas normal que mes patients
ait un accès A1 au système de santé. Tu sais, qui appelle à la clinique, on a 100 rendez-vous à tous les jours, tu te fais une entorse à la cheville, tu as payé à midi, ça se peut qu'on ait de la place à 3 heures pour te voir. Alors que celui qui n'a pas de médecin de famille n'a pas accès à ça. N'a pas accès à ça. Puis il est pris au Fait qu'il y a dépourvu. 2 vitesses. Ben, il y a plusieurs vitesses dans le système de santé. Puis c'est là, d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, je vois un conflit de classe, j'oserais dire, dans les appuis aux médecins ou au gouvernement, parce que je suis entouré de gens qui sont relativement privilégiés et qui ont accès à des médecins. T'sais, parce que quand tu es bien entouré, quand tu habites à Montréal, que tu as un réseau de contacts, ils ont accès à des médecins de famille, mais tu as du monde qui n'en ont pas, puis eux, ils n'ont pas la même lecture de cette situation-là. Ben, en fait, je dirais même plus, parce que toi, tu parles peut-être d'aller consulter au privé. Tu sais, celui qui est fortuné va aller consulter au privé. Oui, parce que tu as le privé, tu as celui qui a un médecin de famille, puis tu as celui qui n'a pas de médecin de famille, puis qui n'a pas les moyens d'aller au privé. Ouais. Et donc, l'objectif de la réforme, c'est de donner accès à ces gens-là. Une des plus belles choses pour moi, dans ma pratique, que j'ai vu des 5 dernières années à peu près que ça existe, le fameux GAP, le guichet d'accès prioritaire. Je ne sais pas si tu es familier avec ça. Moi, là, donc, je suis le meilleur client pour le système de santé du Québec. C'est-à-dire, moi, je n'y vais jamais. Et donc, le GAP a été mis en place pour tous ceux qui n'avaient pas de médecin de famille étaient inscrits. Tu as besoin de voir un médecin, t'appelles, tu parles à une infirmière. C'est le 811 option 3. Tu parles à une infirmière qui te dit, oui, effectivement, en fait, ça, tu peux le régler avec un pharmacien. Ça, attends un peu, je peux te diriger vers un physiothérapeute. Il n'y a pas tant de physiothérapeutes au public, ils sont tous au privé. Fait que là, tu retournes à la case départ. Ou je vais te donner rendez-vous dans une clinique près de chez toi demain matin. Selon les disponibilités. Okay. Dans notre clinique, on donne, à tous les jours, on a quelques dizaines, de 10, 20 rendez-vous pour les patients GAP. Fait qu'un patient autour de chez nous qui appelle, on peut le voir. On a 2 médecins qui ont pris leur retraite. On a essayé de reprendre, dans la dernière année, on a essayé de reprendre des patients, on ne les a pas tous repris. Là, un patient appelle le GAP, rendez-vous dans cette plage-là. C'est formidable, mais c'est loin d'être parfait parce que je sais qu'à Montréal, tu appelles le GAP, il n'y a pas autant de plages disponibles. Je pense que le gouvernement et les médecins font le même constat, là, que ça ne marche pas puis qu'il y a un manque de couverture et qu'on n'arrive pas à offrir autant de services. Le gouvernement, je pense que dans une vision très Excel, puis je peux concevoir, là, même si ça ne sera peut-être pas une bonne solution, on dit, Chris, si tout le monde en voit plus, je sac trop, mais si tout le monde en voit plus, ça va être réglé le problème, fait que voyez-en tous 300 de plus. C'est un peu ça qui se dit. Et il est là, il est là le problème, parce que, moi, on me dit, écoute, tu as 1700, 1800 patients, sérieusement, je travaille tout le temps. C'est que comment ça fonctionne un peu l'arrière-scène d'un médecin de famille? Oui, je vois des patients. Aujourd'hui, je travaillais, je suis parti, je me suis venu ici. Ouais. J'ai vu 22, 24 patients, de mes patients, des personnes âgées. Tu l'appelles à part de la salle d'attente, juste le temps de s'en venir. Dans le bureau, ça prend plusieurs... Mais c'est vrai, c'est le quotidien, ça prend plusieurs minutes. Elle s'en vient, tu lui parles. Et là, c'est une patiente qui est insuffisance cardiaque, MPOC, diabétique. Il y a multiples choses qui rendent les jambes enflées. Tu ne peux pas régler ça en 10 minutes. Fait que cette patiente-là, je passe plus de temps. Le joueur de basket de 15 ans qui est venu puis s'est foulé à la cheville, ça prend 4 secondes, puis il faut que ça prenne 4 secondes. Puis tu passes au prochain. Le défi, en fait, le problème avec la loi 2, c'est de dire, tout le monde, voyez-en plus, travaillez plus, puis le problème va être réglé. Le gouvernement, ce qu'il veut, c'est plus de rendez-vous. Moi, c'est plus d'accès qu'il faut développer, puis c'est un meilleur réseau, et c'est de dire, à tous ceux qui sont là, on est 10 000 médecins de famille, mais on est la province au Canada où est-ce que les médecins de famille font le plus de tâches connexes. Ça, c'est pour ça que c'est difficile de mesurer la productivité, les comparaisons. On va dire, OK, ils en ont moins par habitant dans telle province ou tel État, mais ils sont plus efficaces. Oui, mais c'est tellement différent chaque province ou chaque même pays que tout le monde ne fait pas les mêmes tâches, puis la même paperasse ou les mêmes affaires. Fait que les comparaisons sont très difficiles à faire. C'est ce que je comprends, là. C'est super difficile, puis il faut comparer des pommes avec des pommes. Sur les 10 000 médecins de famille, il y en a combien qui font réellement du travail de bureau, 5 jours semaine, voire 7 jours, il y en a 5-6 000. Mais ça, c'est un problème? Parce que, qu'est-ce que les médecins offrent comme solution? Je ne dis pas que la solution du gouvernement est bonne, mais il essaie de faire quelque chose. Ouais. C'est quoi la contre-offre? Si on ne parle pas du salaire puis des méthodes de paiement, là, parce que c'est un peu trop compliqué, puis je vous laisse gérer ça, mais c'est quoi la contre-offre pour régler les problèmes du système de santé? Écoute, il y en a une tonne. Commençons donc par...
juste nos outils de travail. Et là, on en a parlé, puis c'est un peu la risée, puis c'est drôle, tu sais, SACLIC, ça a été un fiasco. Fait que le dossier santé numérique, ça va être un fiasco. Écoute, c'est une catastrophe, les outils informatiques avec lesquels on travaille. J'ai une clé DSQ. Je rentre ça dans mon ordi, fait que j'ai accès au laboratoire, prise de sang, médicaments, puis résultats d'imagerie que tout le monde a fait. Par contre, j'ai zéro accès. Je travaille sur la Rive-Sud. Mon patient va un spécialiste à l'hôpital. Ah, c'est encore vrai, ça. J'ai pas accès. Ils sont pas encore numériques, les dossiers. Écoute ça. Okay. Ils vont, la consultation, le cardiologue va mon patient, la consultation va être postée à ma clinique. OK. Greffe de la poste, on a reçu plein. Ouais. Des rapports d'imagerie vont être postés dans des greffes de la poste. Et là, tu te dis, d'où Jésus? On est en 2025. Internet, quelque chose. Fait que dans le fond, les médecins disent, on veut être plus productif, mais régler ça. Puis, numéro 2, le rapport de consultation, je ne l'ai pas. 75% du temps, 80% du temps, c'est le patient qui m'apprend ce que le spécialiste a fait dans sa consultation. Avec ses propres mots. Avec là, je devine un peu, je vais voir les médicaments, ouais, il t'a fait ça, c'est probablement ça. Le rapport de consultation rentre des fois 2-3 mois plus tard. Et donc, outils technologiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Outils technologiques, s'il vous plaît. J'ai entendu dire qu'en 2000, les Français trouvaient qu'on était au Québec avant-gardiste en termes de... avec le dossier Santé Québec, on était vraiment quand on voulait le faire. Quand on voulait le faire. Ouais, c'est et ça. là, et on dit, wow! C'est numéro 1. Et il faut drôlement mieux utiliser tout le reste de notre réseau. Okay. Je te donne... Nous, on a l'impression que les médecins ne veulent pas partager parce qu'ils ne veulent pas partager la tarte. C'est souvent ce qu'on entend. Ils ne veulent pas que les infirmières ou les pharmaciens en fassent parce qu'ils vont faire l'argent. Toi, tu veux moins travailler. Mais ça, c'est une vision des années 70. Je ne manquerai jamais de job. Ouais. Si ce que je fais peut être fait par quelqu'un d'autre, absolument, vas-y puis fais-le. C'est ce que je souhaite. Et moi, c'est une deuxième, voire troisième carrière. J'ai fait d'autres choses avant. Puis quand j'étais faire ma médecine, il n'y a pas si longtemps que ça, on est formé. C'est un jeune médecin. Je suis, jeune vieux médecin. Ouais. Mais tu sais, l'interdisciplinarité, on est formé, on a des cours là-dessus. Je sais ce que les autres professionnels font. Je pense. C'est pas pire. Je pense qu'eux savent ce que je fais et on peut travailler ensemble. Et pourquoi tout ça? Mettons là, vite. Pourquoi le dossier numérique, ça va pas plus vite? Pourquoi c'est long poster des affaires, puis pourquoi c'est pas réglé? Puis pourquoi les infirmières, ce qu'on nous avait promis, en font pas plus, puis les pharmaciens peuvent pas, je sais pas, me dire que j'ai le cancer? Allez loin un peu, là, mais... en fait, tout le monde... ChatGPT, d'abord. Tout le monde peut en faire un peu plus. Puis ChatGPT, on y reviendra, c'est intéressant, l'intelligence artificielle en médecine. Mais tout le monde peut en faire plus et le font. Les pharmaciens en font plus, les infirmières en font plus. Dans notre clinique, j'ai 4 IPS, des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne avec qui on travaille. On est 6 médecins, 4 IPS. On en fait du stock. Mais il y a notre système, je crois que dans d'autres provinces, il y a eu beaucoup plus de travail, numéro 1, en collégialité, parce que là, ce qui se passe avec la loi 2 aussi, c'est de marteler le problème sur nous. Ouais. Et le gros problème, c'est la démotivation que je sens. 20% des médecins de famille ont plus que 60 ans. Dans ma clinique, on est 6 médecins, j'en ai 2. Un qui a 64 et une qui a 64 aussi. On ne dit pas l'âge d'une femme. 30, c'est ça. Et une retraite annoncée et l'autre à 64. Il dit, moi, je voulais continuer jusqu'à 70. Mais là, tu commences à me compliquer la vie aussi. Est-ce que je parle pas au bon médecin dans le sens où est-ce que ta clinique serait un exemple qui fonctionne bien, mais que ça ne serait pas le cas de tout le système de santé? Est-ce que si j'avais le ministre Dubé ou un autre ferait comme « Oui, non, c'est vrai qu'il y en a, mais la moyenne, ils ne travaillent pas tout autant que ça, puis ils ne voient pas autant de gens que ça, puis il y en a qui sont paresseux. » Non, mais il voudrait probablement qu'une clinique comme nous, au lieu d'avoir 9-10 000 patients, en suive 20 000. Et c'est là pour que, dans ma région, parce que c'est ça l'objectif de la loi 2, c'est de dire que tout le monde va être affilié à un milieu de soins. Je ne serai plus, la clinique ne sera plus un GMF, va être un milieu d'affiliation où est-ce que les 20 000 patients de ma région vont être affiliés à ma clinique. Comme aller à l'hôpital, comme aller à l'urgence. Comme aller à l'urgence. Et là, tu vas appeler et tu vas dire, oui, mais... Et en plus, j'ai 2 médecins qui vont probablement prendre leur retraite bientôt. Pas notre problème que le gouvernement nous dit, vous serez 4 puis vous verrez les 20 000 pareils. C'est ça, et c'est pour ça qu'on s'indigne. Et là, je veux dire, comment tu veux qu'on arrive à ça? Dans la presse, il y avait un article récemment où est-ce qu'il disait, si vous ne voulez pas perdre votre rémunération, vous pouvez faire... Il y a un des exemples qu'il donnait, il disait, le médecin travaille 350 jours par année, donc
Et là, on a regardé ça, puis on s'en parlait. Je disais, t'es-tu sérieux? Je veux dire, on est où pour dire, de travailler 305 je veux bien. Et en fait, je suis mes laboratoires 365 jours par année, à tous les jours. Quand je dis mes laboratoires, c'est peut-être un peu abstrait pour tout le monde, mais tu sais, j'ai mon laptop, j'ouvre mon laptop et tous mes patients. Chaque fois qu'un de mes patients fait une prise de sang, une radiographie, un examen d'imagerie, ça rentre un peu comme dans ma boîte Outlook de médecine. Mais ça, tous les jours, il faut que je le suive parce qu'à tous les jours, j'ai une mauvaise nouvelle qui rentre, quelque chose à annoncer, quelqu'un qu'il faut que je vois en urgence. Fait qu'on le fait déjà un peu, mais voir 20, 25 patients par jour, 350 jours par année, ça marche pas. Est-ce qu'il manque de médecins? Ben oui. OK. Pourquoi? Pourquoi on n'en forme pas plus? Est-ce qu'on n'a pas assez de gens intelligents, pas assez de gens qui veulent le faire, pas assez de gens qui ont des bonnes notes ou c'est trop dispendieux? Fait que deux gros problèmes. Les admissions en médecine ont augmenté. Fait qu'il y a plus de médecins qui s'en viennent. Ils ne choisissent pas la médecine familiale. Chaque année, au Québec, il y a des postes de médecine familiale qui restent vacants. Ils font une spécialité pour aller chercher le 600 000, 700 000. Ou juste le plaisir ou genre la spécialisation, là, pas juste l'argent. Mais... Et là, on jase salaire. Mais là, tu dis 600 000, 700 000. J'ai des amis spécialisés, surspécialisés, qui travaillent dans des grands centres universitaires juste à côté ici, que tu dis, ah oui, ce gars-là, il doit faire 1 million, cette fille-là doit faire 1 million. Il gagne 550 000 par année. C'est pas les chiffres qu'on pense. Écoute, je sais qu'on fera pas. Je suis toujours conscient des gens, ils pleureront pas. Mais c'est pas toujours les chiffres qu'on voit parce qu'on pense que c'est 1 million, puis on pense à. OK. Et là, je veux pas, mais tu sais, mon meilleur ami de médecine, il a fait sa neurochirurgie. Il a fini en même temps que moi en 2016. Il a fait sa résidence, il a fait un doctorat. Il est allé surspécialiser à Harvard. Là, il fait une surspécialité à Montpellier, puis il commence après Noël à travailler au CHUM. Il a 34 ans. Il a commencé sa médecine, il avait fait un double deck musique et sciences. Tu vois le profil un peu? Comme il a fait mon profil, moi, il a continué après. Moi, j'ai arrêté là. Et là, il a 34 ans, il n'a jamais encore travaillé. Il n'a pas gagné comme résident. C'est un petit salaire qui te permet de payer ton appartement. C'est tout. Il y a un retard. Il y a un retard de ce coup. Est-ce que combien cette personne-là doit gagner pour les 30 années qu'elle va pratiquer de 35 à 65 ans. Parce qu'au final, mettons, là, ma vision de ça, c'est quand même on vous enlèverait 1 milliard, là, mettons. Là, puis que le monde soit pour ou contre, là, quand même, ça ne réglera pas les problèmes du système de santé. Fait que c'est pour ça que je trouve ça plate qu'on parle de ça. C'est un système qui coûte 60 milliards, je ne me trompe pas. 62 milliards, qu'on en ajouterait 5 milliards. Je ne suis même pas sûr que ça changerait grand-chose. On a des problèmes fondamentaux dans ce système-là. On a des problèmes de gens pas assez en forme, puis ça, c'est une autre affaire. Puis on soigne peut-être des gens qui ne devraient pas être soignés aussi. Mais ça, je ne vais pas... En tout cas, je ne veux pas non plus tomber dans l'eugénisme et des affaires là, mais on a des gros problèmes structurels dans notre système de santé. Puis là, on est pogné à parler d'enlever 50 000 $ aux médecins de famille. C'est pas... je pense pas qu'on va trouver une solution avec ça, là. Puis il y a tellement des petites, puis c'est ce que moi je déplore, puis c'est ce qu'on déplore un peu. Il y a tellement de beaux programmes qui fonctionnent bien. On peut-tu faire du pouce là-dessus puis aller un petit peu plus loin? Je te donne un exemple. Dépistage, le programme québécois de dépistage du cancer du sein. Ils ont statué... Le cancer du sein, c'est un problème important. Donc, tout le monde, médecin de famille ou pas, tu peux faire ta mammographie de 50 à 69. Bon, là, ils en parlent, les lignes directrices disent de commencer avant, de continuer après. Fait comme médecin de famille, tu t'ajustes, mais c'est formidable. Pourquoi tu n'élargis pas ça à tous les cancers facilement? Tu sais, ils en parlent, ils sont en train facilement traitables, détectables. Pour faire une économie éventuelle. Cancer du côlon, le fameux RSOSI, recherche de sang culte d'inceste. Le fameux, j'ai aucune idée de... Moi, j'ai les deux, le cancer du sein et du côlon, mais je toffe. Il fut un temps où tout le monde, 50 ans, il fallait que tu fasses la coloscopie, la caméra. Et maintenant, plus besoin, à moins que tu aies certains antécédents. Tu fais un RSOSI, petit échantillon de sel, puis ça te dit, y a-tu des traces de sang là-dedans? Tu fais-tu dans ta clinique ou faut que tu le fasses avant? Non, tu fais ça au CLSC. Tu fais au CLSC? Et donc, toi, tu t'occupes pas que le monde fasse caca dans ta clinique. Tu fais une selle, tu ramasses ça, il t'envoie sur le laboratoire. Tu connais pas le RSOSI? Ben non, j'ai 43 puis j'ai pas fait ça encore, mais je suis juste curieux je suis content. Pour de vrai, comment, dans la pratique, tu vas au CLSC quand t'as envie? Faut que tu fais comme « Oh! Ça me pogne, faut que j'aille au CLSC. » Tu peux ramener le kit à la maison. OK, c'est ça. Dans le confort de ton foyer. Je me disais, si l'infirmière a dit « Vous avez 10 minutes », je fais comme là, OK. On va me prendre un café au moins. Là, et donc,
pourquoi tout le monde Il y a a des pas mesures qui pourraient être appliquées pour économiser. Puis s'il est normal, classe-le, dis-le au patient, puis dis, il faut que tu reviennes dans 2 ans le faire, envoie-y une lettre. Cancer de la prostate, le famille, tu sais, PSA. Là, PSA, il y a un autre petit problème, il faut que ça vienne avec un toucher rectal. Tu dis des codes, là. Excuse-moi. PSA. Et donc, voilà. Tout le monde est-tu familier avec tout ça? Le cancer de la prostate, ça se détecte. Ah, je l'ai lui aussi. Ça se détecte avec l'antigène spécifique de la prostate. Jean-Sébastien Ou Girard, en il l'a anglais. tout le temps. Il fait tout le temps ce test-là tous les 2 mois. Il en parle tout le temps, la journée est encore jeune. Bon, 2 mois, c'est un peu intense. Tu vois, Ouais, ça, ouais, c'est de mais l'abus. ils vont le trouver. Ils vont le trouver. J'espère qu'il va au privé. J'espère qu'il va au privé faire ses examens parce que ça coûte cher. Mais ça, et donc tout le monde, tu fais une prise de sang, mais avec l'antigène spécifique à la prostate via un toucher rectal. Là, comment tu peux Ça me faire dérange pas, ça. bon. En 2025. Mais on pourrait-tu juste faire une prise de sang à tous les 2 ans, à tous les hommes et là, définir l'âge. Et là, je peux continuer comme ça. Là, mettons, j'ai 5-6 choses en tête. Pourquoi, au Québec, on n'a pas ces programmes-là qui sont bien reconnus, ou ces tests de dépistage-là. La prostate, il faut bien l'expliquer, mais si tu le fais en toute connaissance de Il y a cause... une question de savoir si ça vaut la peine de le Ouais, savoir ou pas. et voilà. Fait que ça, il faut que tu le fasses en toute connaissance mais de cause. mais j'écoute ça, pourquoi puis tu je n'as suis pas d'accord ça? avec toi. Pourquoi Non, mais- que ces tests-là ne vont pas à une infirmière? L'infirmière dit, il est normal, tu avises le patient, tu te classes, puis tu passes à d'autres choses. J'ai pas Pourquoi? besoin comme médecin Ben, de pourquoi? faire ça. Là, ça vient Ah, à un ok, je comprends, médecin c'est ça le et il point. faut que... Ben, dans le numéro sens 1, que- ouais. pour mes patients, oui, c'est moi qui le reçois. Puis C'est comme à mais l'échelle celui dans- qui n'a pas de médecin de famille n'a pas accès à ça. Celui qui n'a pas de médecin de famille ne peut pas dire, il faut qu'il se prenne un rendez-vous, qu'il appelle au GAP, qui dit, ben, moi, je veux les tests de dépistage de l'infirmière du GAP. Oui, mais le GAP, c'est pas pour le dépistage. Ah, Là, au moment où on enregistre, les négociations viennent de recommencer. Ouais. Ils ont commencé ce soir. Là. On sait peut-être que c'est réglé. Là. On ne sait même pas. Là. Peut-être que... non, mais je ne penserais pas, mais... je penserais pas. mais comment ça va se régler? C'est quoi la finalité de ça? Comment ça va se régler? Ben, en fait, depuis le début, qu'on espère, je peux pas croire que, parce que c'est de ça on parle, avec la loi 2, que moi, personnellement, ma rémunération est coupée de 45 %. Là, tu dis, C'est le calcul que tu as fait. Oh oui, non, OK. ben, c'est ça, là. Ouais. Tu le vois, je sais j'ai combien de patients. Et là, tu te dis, mais qui perd 45 % Puis là, tu dis, oui, mais vous le faites pas juste pour l'argent. Je dis, non, mais j'ai quand même 3 enfants, puis une hypothèque à payer moi aussi. Là. Tu sais, et donc, on se dit, et sans parler du financement aux cliniques qui est amputé aussi, donc plusieurs cliniques qui pensent de fermer. Donc, je pense que avec le ton qui s'adoucit, tout le monde va trouver le gros bon sens dans ça. L'objectif, c'est qu'on puisse offrir plus. Moi, mon souhait, ça serait que quand je vais prendre ma retraite dans je ne sais pas combien de temps, que tout le monde ait réellement un médecin de famille. J'ai un de mes patients qui est anglais, puis il dit, je ne comprends pas au Québec pourquoi ça ne fonctionne pas comme le système anglais, qui n'est pas parfait non plus. Mais il dit, on est tous affiliés à un milieu de soins. Mettons un CLSC, pour utiliser quelque chose. Puis il dit, tu es affilié à ton CLSC, puis c'est un gros milieu quand un médecin prend sa retraite, c'est un autre médecin, puis le gouvernement s'occupe de ça. Ça fonctionnerait bien à Montréal. C'est sûr que si tu te retrouves aux Îles-de-la-Madeleine ou ailleurs, c'est un peu plus difficile à maintenir. Mais il y a des façons avec lesquelles on peut y arriver. Il y a des programmes qu'on peut mettre en place qui vont permettre de mieux... je sais que tu voulais être positif, mais je ne suis pas très positif. Mais, ouais. Non, mais je pense que vous allez trouver une entente, mais qui... Ce gouvernement-là ne sera plus là dans moins d'un an, puis ça ne va pas régler vraiment les problèmes. La rémunération des médecins de famille, là, c'est 3 milliards sur 62. Ah, dans le 3 milliards, mettons qu'on est 6 000 à payer nos frais de bureau, il y a 300 millions qui va juste à payer les cliniques. Là, fait que la rémunération, c'est 2,7 sur 62. C'est pas, et je me dis... Veux-tu partir ailleurs? T'as-tu envisagé? Non, mais je veux dire, on le dit, on en parle. Est-ce que ça t'a passé par la tête? Plus maintenant, parce que j'ai beaucoup trop bougé dans ma vie. Là, je suis trop fatigué pour redéménager. Bon, ça en prend des comme toi. Mais non. Fait que, des fatigués. Fait que non, je ne repartirai pas. Okay. Je ne déménagerai pas, mais... OK, bien, je vais faire comme Guy. Est-ce que tu restes avec nous ce soir? Je reste avec vous ce soir. OK. Oui, on peut applaudir. On peut applaudir. En septembre dernier, Donald Trump et son secrétaire à la santé, RFK Jr., ont fait une conférence de presse pour annoncer une grande nouvelle. On avait trouvé la raison et la cause de l'augmentation de l'autisme dans le monde. C'était le Tylenol. Ça m'a touché, ça me concernait évidemment. J'étais très heureux d'aller annoncer à ma mère que c'était à cause du Tylenol. Tu sais. Et je voulais l'annoncer à mon père aussi d'ailleurs. Puis je dis, où père? Il est en bas dans le sous-sol, il joue avec ses petits trains mobiles. Fait que je suis allé voir mon père de 72 ans qui a une collection de trains puis de timbres. Puis je suis allé lui expliquer, c'est à cause du Tylenol finalement, c'est pas toi.
Et pour en parler, j'ai Marie-Michel Dufour ici avec moi. Je vais te présenter comme il faut. Professeure, psychoéducatrice et professeure adjointe à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Allô? Allô. On se connaît aussi, encore une fois, parce que on vient du Saguenay tous les deux. Absolument. Tous les deux, on est des amis en commun. Et je cherchais quelqu'un pour me parler de ça parce que ça m'interpelle évidemment personnellement, mais je trouve que c'est une discussion qui est intéressante d'un point de vue scientifique aussi et social, parce que tout le monde jump in dans ce genre de sujet-là. Même ceux que ça ne concerne pas, tout le monde est intéressé à savoir ça parce que ça devient politisé. Mais commençons par la base. La prévalence de l'autisme en ce moment dans la société, c'est quoi? Et est-ce qu'il y a une hausse par rapport à avant? C'est une bonne question. Il y a une hausse. Moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche en autisme, il y a peut-être 10-12 ans maintenant, on rapportait des taux de prévalence environ un petit peu en bas d'1 %. Puis maintenant, on est à 2 %. Fait qu'il y a définitivement une hausse de la prévalence. Est-ce qu'on se l'explique à part le Tinella? Non, mais le Tinella, non, mais c'est parce que tout le monde cherche une raison à cette cause-là. J'ai en tête quelques pistes de réflexion, mais j'aimerais t'entendre sur comment on explique cette hausse-là. Oui, le consensus scientifique actuellement explique la hausse. Bien, premièrement, il n'y a pas d'épidémie d'autisme. C'est ça que je dis toujours dans mes cours. C'est comme, il n'y a pas d'épidémie. C'est une hausse qui est expliquée majoritairement par, premièrement, les gens sont plus sensibilisés. Fait que ce soit les parents, les éducateurs, les professeurs, les grands-mères, on observe davantage, on est mieux sensibilisé. Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a eu aussi l'élargissement des critères diagnostiques. Donc, la Bible des troubles mentaux, le DSM. Il y a eu des gros changements entre le DSM-4 et le DSM-5, notamment le trouble du spectre de l'autisme. Fait que juste ça, de changer les critères, bien, on vient changer aussi qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on diagnostique. Puis finalement, le troisième point, c'est que les gens ont plus accès aussi de pouvoir avoir des services d'évaluation, en fait. Donc, les diagnostics existent, sont accessibles. Ouais, il y a un intérêt des parents à aller chercher... Bien là, je ne veux pas parler de surdiagnostic non plus, c'est pas du tout ça, mais il y a un intérêt à aller chercher des réponses à des questions avant des gens qu'on traitait de coucou ou qui n'allaient juste pas aller à l'école longtemps, puis maintenant, est-ce que c'est aussi envisageable qu'il pourrait avoir des facteurs environnementaux? Parce que moi, je le comprends là, très bien, là, qu'on est plus outillé, on élargit la définition, puis on le cherche plus. Mais est-ce que c'est possible aussi que notre mode de vie ou des choses qui seraient arrivées dans les dernières décennies pourraient expliquer une partie de ça aussi? Ça, c'est sûr que oui aussi, mais il faut juste comme bien être clair sur le fait que la majeure partie de la hausse est expliquée par les éléments que je viens juste de rapporter. Mais après, on ne peut pas dire avec certitude qu'il n'y a aucune augmentation de l'autisme de manière plus large. Fait que oui, il y a des facteurs environnementaux, notamment l'âge avancé des parents. Ouais. Il y a certains médicaments aussi qui ont été, comme le valproate, par exemple, qui est utilisé, mais là, vous seriez mieux placé que moi pour en parler. C'est quoi ce médicament-là? Je ne connais pas. C'est prescrit pour l'épilepsie. C'est un anticonvulsivant, le Valproex. Oui, exact. C'est un anticonvulsivant. OK. Puis ça pourrait avoir ses conséquences. OK. On le découvre après. Mais tout ça, ce sont des facteurs de risque, c'est-à-dire, si on prend l'exemple de l'âge avancé des parents, ça ne veut pas dire que si moi j'ai un enfant à 42 ans, que mon enfant va être autiste. C'est juste que ça augmente les risques. Un petit peu, mais sur l'ensemble de la population, ça peut des fois donner des chiffres un peu plus élevés. Puis là, il y a des études qui commencent aussi à parler de la pollution, des éléments plus... associé à la qualité de l'air et tout, mais tu sais, c'est pas assez... Habiter proche d'une autoroute. Non, mais c'est vrai, je regardais, habiter à moins de 500 mètres d'une autoroute, ça augmente le risque de TDAH et d'autisme et de troubles neurologiques. Mais tu sais, les tailles d'effet sont pas assez fortes pour qu'on dise oui, c'est parce qu'on fait nos enfants plus tard qu'il y a plus de personnes autistes. C'est pas aussi clair que ça. Mais c'est intéressant quand même parce que je pense que effectivement, la majeure partie s'explique par des trucs qu'on comprend très bien, peut-être une petite partie. Et là, chaque personne décide l'importance qu'il accorde à cette petite partie-là, parce que, comme je disais tantôt, ça peut être politisé, ça peut être utilisé, ça peut servir des intérêts, tu sais. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Fait que c'est ça que je trouve fascinant dans tout, moi, ce brouhaha de RFK qui n'arrête pas de parler, puis les gens anti-vaccins, n'importe quoi, c'est qu'ils servent d'une petite chose qui pourrait peut-être, et ils l'extrapolent, ils en font comme le facteur le plus important. Et comme scientifique, quand on baigne là-dedans en ce moment, est-ce que c'est dérangeant, ce bruit-là, ou ce climat social-là autour de ça? Bien, je dirais oui. Premièrement, ça dépend. Tu sais, le Tylenol, ça a été aussi divertissant. Mais l'autisme, c'est vraiment un monde, si je peux me permettre le mot, dans lequel c'est très, très, très propice à la désinformation parce qu'il y a beaucoup de flou.
je dis souvent, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais on sait plus de choses qu'on ne sait pas. Et ça fait donc en sorte que c'est un terrain extrêmement fertile pour dire des niaiseries. Et aussi, pour notre cerveau humain, a le goût d'avoir une explication simple pour répondre à nos interrogations. Puis là, ça fait en sorte que... Fait que oui, il y a beaucoup de bruit dans tout ça. Puis fait que c'est divertissant, c'est frustrant, c'est comme plein d'émotions en même temps. C'est frustrant, mais est-ce que ça dérange? Est-ce que la science, est-ce que la recherche est influencée par ce climat social-là, où on fait comme, non, regarde, ça concerne les réseaux sociaux puis les gens qui font ça. Nous, on fait notre job. Bien, en fait, la recherche... Il y a du super bon travail qui est fait. Si on prend la raison pour laquelle je suis ici, c'est-à-dire le Tylenol et l'autisme, la recherche, elle est faite, là, on les sait, on le sait qu'il n'y a pas de relation causale entre le Tylenol et l'autisme. Peux-tu expliquer causale et corrélation, peut-être? Oui, je vais donner l'exemple parce qu'il y a deux gros dossiers en autisme là, de désinformation, c'est-à-dire les vaccins et le Tylenol, qui est tout récent. Mais les vaccins, on était dans un tout autre cas de figure où c'est un médecin anglais en 1998 qui a publié un article qui faisait un lien entre les vaccins et l'autisme. Mais ça, c'était une pure fraude. Comme c'était vraiment comme frauduleux de toutes pièces. Donc, l'article a été rétracté par le journal scientifique. Le médecin a perdu son droit de pratique. Fait que c'était vraiment comme ça a été inventé de toutes pièces. Puis là, ça va faire bientôt 30 ans, puis on en parle encore. Mais là, dans le cas du Tylenol, on n'est pas dans ce cas de figure-là de quelqu'un qui a inventé des affaires puis qui a réussi à passer à travers les mailles du système scientifique. C'est vraiment de faire dire des choses à des chiffres quand c'est pas ça que les chiffres disent. Et c'est là que vient la différence entre la corrélation et la causalité. Puis on peut en parler dans le cas qui nous concerne, mais ça s'applique à plein de choses dans notre société. C'est-à-dire, parfois, il y a deux variables qui varient dans le même sens en même temps. Puis là, on donne souvent l'exemple de lorsque les gens achètent plus de crème glacée, il y a plus de noyades. C'est vrai, ce sont deux variables qui varient dans le même sens en même temps. Mais là, l'exemple est bien entendu volontaire pour qu'on comprenne que ce n'est pas la crème glacée qui fait en sorte que les gens se noient, mais c'est bien entendu le fait que c'est l'été et qu'il fait chaud. Donc, voilà. Fait que ça, c'est un exemple que ces deux variables-là sont corrélées, mais ne sont pas causales. Et c'est un peu ça qui se passe. Est-ce que des études ont trouvé une corrélation ou un lien, sans qu'on puisse l'expliquer nécessairement, entre le Tylenol, la prise de Tylenol et l'autisme? Il y a des études qui ont trouvé des liens corrélationnels, mais comme faibles. Puis il y a eu plein d'études, et comme les études majeures qui ont regardé le lien causal, sur des millions de participants, il n'y a pas de lien causal, mais il pourrait avoir comme et l'autisme. Assez pour nourrir les complotistes, un lien, mais on ne sait pas pourquoi. Puis je donne un exemple de ça. Là. Moi, j'ai écouté des podcasts là-dessus. Peut-être que les femmes plus âgées ont plus de nausées, de maux de tête pendant leur grossesse, donc prennent du Tylenol, mais les femmes plus âgées pourraient être un facteur de... Tu sais, il y a plein de facteurs qui pourraient jouer, mais ça serait pas ça. Ça serait quelque chose sous-jacent à la prise de Tylenol qui pourrait expliquer. Puis il y a quelque chose de démontré, oui, puis il y a quelque chose de démontré comme facteur de risque aussi, c'est certaines infections très sévères pendant la grossesse. Il y a certains liens qui sont là aussi, donc si tu as une infection très sévère, tu prends du Tylenol. Parce que c'est le seul médicament qu'on peut prendre, je pense, enceinte, parce que sinon les autres, c'est de l'ibuprofène ou c'est quoi le Tylenol? C'est lequel? C'est l'autre, c'est le paracétamol. Ouais. Le paracétamol, c'est la version française. Okay. Les Français viennent et disent « je prends du paracétamol », c'est de l'acétaminophène, c'est du Tylenol. Ça sonne tellement plus efficace. Paracétamol, oui. Non, j'adore ça quand il y a ibuprofène, Advil, Motrin. OK. Ça, les femmes enceintes ne peuvent pas prendre ça, puis le Tylenol. OK. Est-ce que, moi, l'élargissement des critères, c'est quelque chose qui me fascine évidemment, puis je me demande... c'est quand que le DSM-6 sort? On n'a pas de date. On n'a pas de date. Non, c'est pas comme les films. Non, OK, Caroline. Quelque chose plus populaire où on a une date de sortie. Mais ça se pourrait. Est-ce que ça se pourrait que les critères soient différents dans le 6 puis qu'il y ait du monde qui fait comme ils sont plus autistes, ils sont autre chose? Mais c'est envisageable, ça se pourrait, là. Ça se pourrait absolument. Les critères ont extrêmement changé, là, mais si on part du DSM, je pense que c'est dans le DSM-3, là, les premières fois qu'on parlait de... Je sais pas. Mais tu sais, l'autisme tel que c'était défini dans ce temps-là, c'était très proche de la schizophrénie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Entre le DSM-4 et le DSM-5, avant, c'était comme un gros parapluie, les troubles envahissants du développement, qu'on disait TED. Puis sous ce parapluie-là, il y avait plein de diagnostics différents. Donc, il y avait
le trouble Asperger, autisme non spécifié, le syndrome de Rett, qui, à lui, ont trouvé une cause génétique, donc qui est rendu comme autonome dans le DSM maintenant. Il y a eu une promotion. Oui, exact. Ouais, quand on trouve la raison, on le sait, on fait comme lui, on sait comme... Toi, t'es correct, ouais. T'es promu. Mais maintenant, c'est plus plein de diagnostics comme on le sait, individuels. C'est vraiment un diagnostic sur un continuum. Puis, au même titre qu'il y a eu des changements, je pense qu'il va y en avoir. Il va toujours en avoir. Puis peut-être qu'on va juste... Tu sais, c'est niaiseux. Parce que quand j'ai passé le diagnostic, puis je pense que ça passe un peu même par tout le monde, mais ils font des espèces de... Je vais l'expliquer mal, là. Tu vas peut-être être mieux outillé pour l'expliquer. Mais, tu sais, tu peux pas considérer que c'est quelque chose d'une condition si 60% des gens répondent à ces critères-là. Fait qu'on, comme on dit, on donne une espèce de barème un peu arbitraire de comme, ben garde, on va se dire 3%. À 3%, c'est un peu ça. À 3% des gens vont considérer que c'est une condition. Mais on pourrait, si ça augmente, on pourrait dire, ben là, finalement, il y a 16% du monde qui correspondent à ça, fait qu'on va resserrer les critères pour retomber à 3% encore. Parce que c'est tellement rendu normal puis la norme que c'est plus une condition. Ça pourrait être ce genre de choses-là qui arriverait? C'est-à-dire que ça prendrait une note plus haute dans le test pour réussir à l'être. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense pas que c'est réfléchi comme ça, parce qu'il y a des troubles avec des taux de prévalence. Avec des taux de prévalence vraiment, vraiment minimes, là, tu sais. Fait que moi, je pense plus, puis c'est vraiment une opinion personnelle, c'est basé sur aucune donnée scientifique. Yes. Mais moi, je pense qu'un des problèmes que le DSM crée présentement, c'est qu'il y a énormément de gens qui portent un même étiquette, mais qui présentent des profils extrêmement différents. Oh, oui, c'est confrontant pour toi, beaucoup de gens. Tu as le même diagnostic qu'un enfant qui a des besoins de soutien substantiel, qui a une déficience intellectuelle, qui a des comportements d'automutilation puis qui est non-verbal. Puis ça, je sais que les parents de ces enfants-là sont parfois, avec raison, très challengés par les hauts niveaux ou ceux qui sont très vocales ou n'importe quoi, qui vont bien dans les médias parce que après ça, quand tu parles que tu as un enfant autiste, tu dis ça à d'autres gens, ils font comme « Ah, comme telle personne! Non, crissement pas comme telle personne. » Exactement. Vraiment pas comme telle personne. Mais c'est vrai, puis ça crée aussi, il y a tout le mouvement de la neurodiversité en ce moment qui prend beaucoup de place en autisme, qui est un peu comme la biodiversité, c'est de dire que l'autisme fait partie d'une diversité neurologique à travers, la population. Mais pour certaines personnes, l'autisme fait partie de leur identité aussi, c'est quelque chose qui les définit, duquel ils sont fiers. Mais justement, ce que je viens de dire, ça ne s'applique pas à tout le long du spectre, puis ça crée des... C'est ça. Mais c'est pour ça, justement, c'est fascinant parce que quand des personnes veulent lutter contre l'autisme, guérir l'autisme, trouver des solutions, tu sais, ça confronte une partie du spectre qui font comme, ben là, je ne vais pas être guéri, moi, tu sais, je suis comme ça. Mais il y a une autre partie, puis probablement plus leurs parents, qui font comme, ben nous, on est intéressés à ce discours-là qui pourrait prévenir ce genre d'handicap-là, tu sais, qui est beaucoup plus sévère. Puis là, qui prend le plus la parole? Bien, souvent, c'est pas nécessairement ceux-là, là, c'est les autres. Fait que c'est vraiment... c'est un écosystème, effectivement, qui est difficile. Puis moi, je commence à faire des conférences, tu sais, parce qu'on m'a demandé de faire des conférences. J'ai refusé longtemps, puis je fais comme, OK, je vais embrasser cette espèce de responsabilité-là, je vais aller en parler. Mais qui va être là, puis à qui je m'adresse, c'est une autre affaire, là, tu sais. Ceux qui m'écrivent, ils ont à peu près mon profil, puis ça, je suis assez outillé pour les aider. Là, en fait, c'est tout le temps leurs blondes qui m'écrivent. Là, mon chum est autiste, comment je l'aide? C'est tout le temps ça. Mais des parents, par contre, d'enfants qui sont non-verbaux, je fais comme là, j'ai aucune idée. Là. Puis ça, c'est pas la même affaire. Fait que c'est weird qu'on en soit arrivé à mettre tout ça dans le même... corrigé dans le 5.5 ou dans le 6. Mais moi, je pense que oui. Je pense que oui. Puis ça mériterait d'être corrigé, je pense. Tu disais d'un côté aussi les gens qui sont plus sur la place publique à en parler puis à mettre devant, tu sais, justement, l'aspect de la neurodiversité et tout ça, puis je comprends tout à fait, puis je suis de tout cœur, mais il y a aussi le côté que ça invisibilise des besoins d'autres gens. Puis, tu sais, dans le monde de l'autisme, en ce moment, il faut vraiment marcher sur des œufs, sur quel vocabulaire on utilise. Est-ce qu'avant, moi, je me faisais taper ses doigts par mon directeur de thèse pour écrire un enfant ayant un TSA. Aujourd'hui, on ne peut plus écrire ça. Un enfant TSA? Non, c'est une personne autiste. Mais là, Puis là, maintenant, moi, à chaque fois que j'écris quelque chose, je justifie avec une note en bas de page le vocabulaire que j'ai utilisé puis pourquoi je l'utilise. Qu'est-ce que c'est centré sur l'identité ou centré sur la personne? Puis il y a des études qui ont même demandé à des gens autistes comment ils préféraient qu'on s'adresse à eux. Bref, mais on marche un petit peu sur des œufs. C'est la question qu'on me pose le plus souvent, comment le dire. Mais j'ai souvent entendu effectivement une personne autiste parce qu'il n'y a pas de
c'est une condition, c'est pas une maladie mentale, il n'y a pas de gêne à ça, puis il y a une réappropriation aussi de ça. Il y a une glorification aussi, ça c'est un autre aspect que des fois je trouve un peu... Il y a l'autodiagnostic aussi. Il y a l'autodiagnostic évidemment. Moi je me bats pas, ça me challenge pas vraiment, parce que si ça t'aide, je sais pas le problème, mais il y a une glorification sur les réseaux sociaux, là, c'est comme si c'était des super humains les autistes, là, puis quand t'es comme ça, puis t'es au niveau, mais que t'as pas nécessairement le QI de 170, puis tu fais pas les mêmes réalisations, c'est très challengeant d'être un autiste ordinaire. il y a ça aussi, tu sais. Mais il y a beaucoup de ça. Puis Asperger, on peut plus dire Asperger. Non, parce ça que n'existe plus dans les faits. Ça n'existe plus, mais moi, je l'ai dit dans des spectacles, puis je l'ai déjà dit, puis je l'utilise encore. Puis il y a des gens qui qui ont accepté ce mot-là il y a 15-20 ans, puis après ça, on leur a dit « tu peux plus le dire », mais ils le sont. Absolument. La vérité, c'est parce que c'est les travaux d'Asperger, qui est un nazi qui a fait des travaux sur des enfants autistes. Fait que c'est à lui qu'on doit ça, mais les nazis, finalement, c'était pas des bonnes personnes. On a appris, ça a été long, mais c'est weird qu'on ait changé le nom comme si on effaçait quelque chose, puis qu'il y a des gens qui avaient appris à être puis à apprécier. Mais ça, c'était vraiment dans la transition entre le DSM-4 puis le DSM-5. Tu sais, le trouble d'Asperger, il faisait partie d'un petit trouble sous le parapluie des TED, là, au même titre que le syndrome de Rett qui a été promu ou d'autres troubles. Fait que c'est juste que là, tous les petits diagnostics sont disparus pour tomber sous la grande catégorie. Est-ce qu'on a une prévalence sur le spectre? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a de plus nombreux ou est-ce qu'on est conscient de tout ça? Je pourrais pas dire, non. Parce que je dirais des niaiseries, mais il doit exister des chiffres parce que maintenant, c'est des niveaux de fonctionnement, avec de niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est compliqué. Donc, les anciens Asperger sont niveau 1, ceux qui ont un plus haut niveau de fonctionnement, puis ceux qui ont des besoins plus substantiels sont niveau 3. Fait qu'il doit y exister des chiffres de prévalence, mais je les connais pas. Ben merci. J'espère que ça a éclairé un peu. Puis, je veux juste souligner, je pense qu'on doit garder une ouverture d'esprit à chercher des causes à des trucs, puis à étudier les choses, puis pas toujours jeter du revers les gens qui comprennent mal, puis qui disent « Hey, ça donne-tu cette maladie-là? Parce que j'ai l'impression qu'on ridiculise beaucoup ces gens-là, puis ça crée un ressac, tandis que je pense que la science doit quand même se garder une politesse par rapport à ça. Est-ce que ça se dit? Est-ce que c'est d'accord à ça? Même si on le sait que ça ne le donne pas, mais... Oui, je pense que là, c'est toute la complexité d'essayer de trouver une réponse simple quand il n'y en a pas. Le monde vit mal avec les réponses compliquées. Mais c'est ça. Puis en médecine, il existe toujours la case fourre-tout à la fin. Tu sais, l'aspect idiopathique d'une maladie. C'est quoi ça veut dire? Ça, la cause de ça, c'est idiopathique. Ça veut dire quoi? Je connais pas le terme. J'ai comme une idée, mais c'est pas ça. Et donc, idiopathique, ça veut dire on le sait pas. Ah, c'est vrai? Ah, et donc, en santé, en médecine, en recherche, il y a cette case-là d'idiopathique diminue au fil du temps. En gastroentérologie, le syndrome du côlon irritable, il y a 20 ans, le syndrome du côlon irritable, c'était super large. Et là, on a découvert des... non, ça, c'est ça, un peu comme tantôt, le REIT, on l'enlève de ça. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que la catégorie idiopathique qui existe dans toutes les sphères de la médecine. Es-tu payante? Elle paye combien, ça, quand tu casses... M'a te sorti le code. Ouais, c'est ça, quand il est venu comme « Je sais pas, 42 piastres. » Merci à tous les deux. On va terminer en parlant d'un sujet qui peut pas nécessairement avoir marqué tout le monde dans l'actualité, mais qui a quand même son importance pour plusieurs gens, puis qui a été discuté parce que soit ça brusque, soit il y a des gens qui sont heureux parce que ça change leur vie, ça les aide, mais ça vient jouer dans les corps sensibles de beaucoup de gens. La Cour supérieure du Québec a tranché en 2025 pour la légalité de la pluriparentalité, c'est-à-dire qu'un enfant peut avoir plusieurs parents légalement, et ça a beaucoup d'implications, on le comprend. Et pour en parler, quelqu'un qui vit cette situation-là, on accueille l'humoriste Colin Boudria. Allô? Colin, c'est quoi la question à laquelle t'es plus tanné de répondre, puis je vais te la poser? C'est quoi la question? Est-ce que vous couchez toutes les trois ensemble? Au début, c'était ça. Au début, c'est êtes-vous un couple? Qui a porté l'enfant? Qui a couché avec qui? Comment ça s'est fait? C'est-tu toi qui l'as porté? C'est pas moi qui l'a porté. Ça, c'est la question que j'ai eue le moins souvent, honnêtement. Non, en fait, moi, c'est ma coparente qui l'a porté. Okay. On n'a pas couché ensemble. On a fait de l'insémination artisanale, donc avec une seringue. Okay. Moi, pour préciser un peu la situation, moi, je suis en couple depuis 12 ans avec ma copine. On vient d'avoir un enfant qui a 15 mois maintenant avec une de nos amies. On habite dans un duplex, on a chacun notre étage, l'enfant a une chambre à chaque étage. Mais c'est ça, puis c'est notre amie qui est notre coparente qui a porté l'enfant.
Puis on prévoit avoir un deuxième enfant que ma copine va porter, qu'on va élever aussi les 3 ensemble. Comment vous en êtes venu à ça? D'où venait cet intérêt-là? Puis la première question, puis comment vous en avez parlé la première fois? Oui. Parce que c'est quand même quelque chose C'est super weird. Puis moi, c'est surtout que j'en avais jamais entendu parler avant. Moi, ma coparente cherchait déjà. Elle a pas été en couple depuis environ 7 ans. C'est quelque chose qui ne l'intéresse plus du tout. C'est pas quelque chose qu'elle recherche dans sa vie, mais elle voulait avoir des enfants. Elle a toujours su qu'elle voulait des enfants. Elle avait entendu parler de coparentalité, je sais pas trop comment. Elle voulait pas être maman solo parce qu'elle trouvait que c'était un défi trop grand. Elle cherchait déjà un coparent. Moi, je trouvais ça super intéressant. Puis, tu sais, c'est ma meilleure amie. Fait qu'on suivait, moi et ma blonde, on suivait ça de très proche. On regardait ça. Puis, en même temps, nous, on avait notre discussion de on veut-tu des enfants? Ça fait un bout de temps qu'on est ensemble, on serait rendu là dans notre relation. Il y a plein de trucs qui nous inquiétaient, m'inquiétaient et l'inquiétaient des trucs différents. Mais à un moment donné, c'est ma blonde qui l'a suggéré. En fait, premièrement, elle avait suggéré pourquoi tu ne serais pas donneur de sperme pour Emma, qui est notre coparente. De toute façon, Emma, c'est pas ce qu'elle recherchait. Elle ne voulait pas juste un donneur, elle voulait quelqu'un avec qui elle veut un enfant. Puis moi, j'aurais pas été à l'aise dans cette situation-là. Si ça plaît à d'autres personnes, ça va, mais moi, c'est ma meilleure amie. Fait que c'est un enfant que j'aurais vu grandir. Sans être le parent. J'aurais su que j'étais son père biologique, mais j'aurais pas eu un rôle de parent. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça, je voulais pas. Fait que ça, on l'a écarté. Mais ça a comme ouvert la porte à une discussion de « Oui, mais je voudrais pas être son père, mais OK, d'abord, on pourrait-tu le faire que tu sois son père? » Et à ce moment-là, on le ferait tous ensemble. On le ferait pas en mettant ma copine de côté. T'sais. 15 mois, ça veut dire plus 9 mois de grossesse. Je suis un autiste, fait que ça fait comme 24. T'as des maths? 24? Ouais. OK. Puis ça a pris 1 an et demi. Ça a été un long processus pour nous. Ça a pris 1 an et demi pour qu'elle tombe enceinte. OK, fait on remonte à il y a plusieurs années. Oui. C'était quoi le statut légal de ça? Si la Cour vient de trancher que ça existe puis qu'on doit reconnaître ça, c'est quand vous avez eu l'idée... vous alliez faire ça, genre, dans un pays d'Europe de l'Est, puis genre, le ramener ici illégalement. On savait, mais en fait, là c'est ça, je vais préciser par exemple, parce que là, la Cour supérieure a considéré que ça respectait pas la Charte des droits canadienne. De pas reconnaître ça. De pas reconnaître les familles. Ça respectait pas les droits des familles. Fait que c'est pas spécifiquement les droits des enfants ni les droits des parents, c'est les droits des familles triparentales qui sont pas respectés. Là, par contre, la CAQ a dit qu'il allait en appel. Fait qu'eux veulent pas le reconnaître. Ouais. Techniquement, la Cour supérieure leur disait, vous avez 1 an pour remanier la loi, comme vous voulez, ça peut être... Ajouter une case, ajouter une ligne sur les formulaires, puis adapter juste refaites, c'est ça. Puis vous pouvez mettre une limite à 4 parents, whatever. Faut juste que vous repensiez la loi, mais à votre façon. Après ça, la balle est dans votre camp. Eux ont dit, on va aller en appel pour ça. Ils l'ont annoncé genre dans les mois suivants. Puis depuis, moi, j'ai rien entendu parler. Okay. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, la CAQ, en ce moment aussi. Là. Fait que là, je sais pas, est-ce qu'ils ont dit, on va aller en appel juste pour essayer de gagner des votes de personnes qui se disent comme envoyer une mise en demeure, mais genre tu veux pas vraiment aller en cours là. Ça, ou ils se disent, ils savent très bien qu'ils seront pas réélus, puis ils sont comme on va-tu se donner le mal de réécrire une loi de famille super compliquée, on va dropper ça au PQ genre. Parce que quelqu'un va devoir le Non, mais je pense ça se peut que ce soit ça. Pourquoi tu vas réécrire une loi quand tu sais que tu vas être tassé dans quelques mois? Parce que quelqu'un va devoir le faire, il y a du travail à faire, c'est pas juste comme on accepte la décision. Non, faut que tu réécrives la loi, c'est ça, c'est super compliqué. Pour écrire des lois la CAQ, on est d'accord, hein, Benoît? Oui. Mais oui, mais là mais donc, c'était pas illégal, c'était pas reconnu. En fait, mais ça l'est toujours pas. Nous, quand on a fait notre enfant, on a seulement pu mettre 2 noms sur l'acte de naissance. Fait que légalement... OK, c'est encore ça. Oui, c'est encore ça. Légalement, ses parents, c'est moi et Emma. Fait que c'est ses 2 parents biologiques. Emma, c'est? C'est ma coparente. Fait que c'est celle qui a porté l'enfant. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que nous, on avait été un peu mal informés. On s'était fait dire que si on voulait que ce soit le nom des 2 mères sur l'acte de naissance, donc que moi, je ne mette pas mon nom, il aurait fallu que je signe une lettre comme quoi je renonçais à ma paternité. Finalement, c'est pas si compliqué. Ça venait avec un autre... Mais ça venait... Moi, ça m'inquiétait pas tant que ça, parce que moi, je voyais ça comme de la paperasse. Les 2 mères étaient inquiètes parce qu'ils avaient peur que, comme symboliquement, je me sente moins investi dans la famille. Fait qu'on a choisi de le faire comme ça. Mais ce qu'on va faire pour le 2e enfant, c'est que ça va être Emma et Florence qui vont être sur l'acte de naissance. Puis finalement, j'ai pas à signer un papier pour renoncer à ma paternité. Parce que finalement, un père a toujours des droits sur... En fait, c'est compliqué. Ça, c'est plus pour les situations d'adoption ou s'il y a eu une mère porteuse. C'est pour s'assurer que la personne ne va pas changer d'idée plus tard puis vouloir reconnaître sa paternité. Mais c'est pas une situation qui s'applique à nous, fait que ça le dérange pas. T'sais. Ça va pas déranger Emma ou Florence que dans 3 ans, je vais être reconnu comme père ou quoi que ce soit. Ça s'applique pas pour nous. Fait que là, légalement, c'est un peu compliqué pour nous parce que... C'est ça, vu que la loi n'a pas été réécrite... Si Florence décède, il a fallu qu'on fasse des trucs de testament, mais si Florence décède, techniquement, il n'y a aucun argent qui allait à notre enfant, de son argent automatiquement, parce que c'était pas sa mère légale. Mais ça peut se régler avec un testament ou chez le notaire, mais c'est pas des automatismes. Oui, elle a pas d'assurance légale si jamais, ça me surprendrait vraiment que ça arrive, mais si moi,
moi et Emma, on choisissait de la couper de la famille, Ouais. elle n'aurait pas de recours légal. Ouais, à c'est ce ça. côté-là. C'est pour Il y ça a des que la grosses loi affaires. doit être écrite, là, c'est pour éviter ce genre Oui, d'affaires-là. puis ce que je trouve Ouais. ironique, c'est que ce qui est utilisé comme argument quand la CAQ dit on veut pas reconnaître ça, nous, on trouve que c'est important de penser à la sécurité des enfants et au bien-être Ouais. des enfants. Je suis 100% là-dessus. Mais ces trucs-là, ça va aider au bien-être de l'enfant, justement. Ben C'est non, mais ça, la c'est structure l'hypocrite. Non, légale. mais c'est parce que l'hypocrisie, c'est qu'ils veulent pas que vous fassiez ça. Ils veulent pas protéger l'enfant dans ce genre de situation-là. Oui, Ils c'est veulent ça. décourager que 3 Oui, personnes décident. ce qu'ils ont peur, c'est que de le légaliser puis mettre une structure légale, ça va ouvrir la porte à ce qu'il y ait plein de familles. C'est qui comme le quand ils ont fassent. légalisé le pot, là, puis ils font comme le monde va prendre du pot, ils en prennent déjà du pot. En Oui, cadre, ouais, qu'est-ce qui se passe déjà? Ben, ça ou le mariage gay. Je trouve l'analogie avec le mariage gay peut-être un peu plus simple que. Mais oui, c'est ça. Ils ont peur de. Puis Les gens vont se mettre à être gays si on légalise le mariage gay. non, mais c'était ça. C'est ça. Non, mais tu sais, dans le temps, ils disaient, ouais, si on légalise le mariage gay, ça va être quoi la prochaine affaire? Les gens vont marier Ouais, la prochaine étape. leur chandelier ou whatever. C'est l'espèce d'affaire. Mais là, c'est ça. Ouais. Puis c'est l'espèce. Tu sais, c'est un sophisme de la pente glissante. ça. Ouais, Puis ouais. là, on l'a entendu. Là, Simon Jolin Barrette, il a dit, oui, mais après, ça va être quoi? 4, 5, 6, 7, 8 par an. C'est comme. Oui, c'est ça. C'est la même affaire de où est-ce qu'on va arrêter. Puis, tu sais. Mais c'est à la fois n'importe quoi puis une bonne question. Genre, qu'est-ce qui arriverait, genre, si 12 coucous sur une secte décident d'être parents d'un enfant? Oui, mais ils peuvent réécrire la loi. Tu peux quand même mettre une structure, puis tu peux dire on va mettre 4 lignes dans les actes de naissance. Maintenant, Ouais. on peut avoir 3 ou 3. Puis on verra l'évolution de la société après. Il y a 4 puis provinces que- canadiennes où c'est déjà légal la C'est vrai? triparentalité. Oui, oui. Terre-Neuve-Labrador, Ontario. Ouais. Saskatchewan, fait que ça c'est surprenant. Ouais. On est moins woke que les prairies quand même. là, Ouais, c'est- ouais. Et Colombie-Britannique. Les meilleurs, les 4 meilleurs. Les 4 meilleurs. Tu sais, en Ontario, je pense que ça fait une dizaine d'années, puis je pense qu'il y a 7 familles qui l'ont rempli. Là. Tu sais, ça ouvre pas. Ça devient pas une épidémie de triparentalité. Là. Ça m'inquiète pas du tout. Non, mais moi, non. Parce que, hey, sérieux, si tu savais à quel point je pense. Faudrait que ça soit obligatoire pour que ça m'arrive. Pas juste légal. T'es obligé d'avoir un 3e enfant. Parce que pour de vrai, ça soulève des questions. Ah, mais dans- moi, je trouve. Moi, je le des suggère pas à questions tout le monde parce que nous, Ouais, c'était un ok, bon c'est setup. ça. Ouais. Ça fitait bien parce qu'on se connaissait. Tu sais. T'es pas du prosélytisme. T'es pas en train de dire à tout le monde, ça prend 3 Moi, je pense pas que j'aurais fait ça avec d'autres personnes qu'eux deux. Moi, j'aurais pas été dans une famille triparentale. Moi, ça a été sur un plateau d'argent c'était un setup, on se Belle connaissait bien, relation. on avait une bonne Ok. dynamique, on savait que ça fonctionnerait assez vite. On a quand même mis toutes les chances de notre bord. Tu sais, on est allé voir une TS en conflits familiaux avant même que l'enfant naisse pour comme Avant les préparer. conflits. Avant les conflits, vous pour avez comme réglé. préparer nos affaires. Ouais. Mais Puis- c'est intéressant de crime, c'est fou. Mais avant d'avoir des enfants, d'aller voir un TS ou un thérapeute, c'est une bonne idée. Là. Mais un peu, oui, mais même. En fait, ce que ça a fait, c'est un peu comme un couple gay qui est obligé de travailler pour avoir un enfant. Moi, j'étais bien plus prêt comme ça que Ben si oui. j'avais juste eu un enfant avec ma blonde, puis c'était arrivé, puis on est rendu là, puis il arrive. Là, on y a pensé pendant un an et demi. Il a fallu qu'on structure nos affaires, il a fallu qu'on l'explique à tout le monde autour de nous. J'étais beaucoup plus prêt à avoir cet enfant-là. tu sais. Puis, mais mettons quand Mais c'est ça, tu parles toi, t'as l'air de aux voir gens- juste des mauvais côtés. Mais Non, pas du c'est- tout, ça parce que simplifie non, tellement parce que la je vie. veux. Non, mais c'est sûr qu'il y a plein de bons côtés. Je suis convaincu, mais je me mets dans la peau des gens qui écoutent. Parce Oui. que moi, je suis pas choqué moralement par ça, et éthiquement, ou tu sais, genre, je fais comme. Il n'y en a rien à chier, là, dans ça me dérange pas, puis je suis bien même content pour qu'un enfant ait 3 parents aimants. Puis en fait, la majorité des enfants que je connais, à cause des séparations, ont plusieurs parents Oui, aimants, tout à ou fait. des fois un instructu aussi. Mais je veux Mais oui, dire, mais c'est ça. mais la majorité des enfants ont plus d'un père, de Il deux y a des gens parents, qui nous ont sûrement. dit, pensez-vous que ses amis vont trouver ça weird à l'école? Ils Personne ont- va trouver ça weird à l'école. Ils ont tous 4-5 Ben parents oui, parce qu'ils ben sont oui. tous dans des familles reconstituées. Ça, Fait c'est que- assez évident. Mais, ben oui, puis c'est vrai, puis à la limite, mais j'essaie de penser. Ouais, moi, c'est comme si je me. En fait, ce qui est intéressant, là, c'est est-ce que un couple. Mettons là, que tu es le beau-père de quelqu'un, est-ce que tu pourrais être reconnu comme un 3e parent, genre? Est-ce que ça oui. ouvrirait la porte? Parce que moi, si, mettons, là, Mais ça, c'est ma déjà- blonde puis moi, on se laissait, Oui. puis je rentrais dans la vie. Moi, j'ai des amis là, qui ont été dans la vie 10-12 ans d'un enfant, puis après ça, c'est fini. Hey, c'est tough Fait- en tabarouette. Mais là, ça, il y a tu sais. déjà des recours légaux. C'est super compliqué, là, fait que ça se peut que je dise un peu n'importe quoi, mais si tu as été beau-père pendant super longtemps, tu as vu un enfant grandir, tu as eu un rôle de parent, puis qu'il y a une séparation, tu peux quand même avoir des recours légaux pour continuer à avoir cet enfant-là. C'est pas la même affaire qu'un vrai parent, OK. mais tu peux avoir des démarches. Même c'est bizarre parce que nous, on en parlait avec un avocat, puis il disait ce que vous faites là, c'est pas reconnu légalement, mais si vous vous mariez, vous attendez 10 ans, vous vous divorcez, là, il pourrait avoir comme 3 parents dans la in the picture, mais là, C'est quand même compliqué. oui, c'est ça, on n'a pas envie de s'embarquer là-dedans. Ouais. Mais c'est ça, il y a déjà des démarches par rapport à ça. Puis à la limite, peut-être que oui, si ça ouvrait la porte à ce quelqu'un qui a passé 15 ans avec un enfant qui l'a élevé, pourquoi pas, il pourrait pas être reconnu comme parent. tu sais. Puis c'est quoi, mais comme je dis, c'est quoi les principales réactions, genre un peu réactionnaires ou les gens qui comprennent pas, là, fuck all, c'est quoi leur crainte à eux que vous avez déjà
envisager ou travailler ou ça vous habite pas, là, ces craintes-là. Mais c'est quoi les gens? Les gens, ils se disent quand les trois vont se séparer, ça va être compliqué. C'est ça dans le fond. Mais c'est ça oui, ça revient souvent. Est-ce que les séparations familiales vont être plus complexes et mettre l'enfant plus à risque de traumatisme émotionnel ou quelque chose comme ça? Ouais. Moi, j'ai pas l'impression, parce que le fait qu'on soit 3, puis que le fait qu'il y ait une personne qui est pas dans le couple aussi, tu sais, nous, on n'est pas un trouble. Je veux pas pitcher les troupes en dessous du train non plus. Là, non, parce que ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça, puis ouais. il y aurait des avantages puis des complexités qui viendraient avec. Mais tu sais, moi, le fait qu'on ait une coparente qui est pas dans le couple, il y aura pas de rupture amicale. Là. Moi, je vais pas me séparer de ma coparente. Mais si je me séparais de ma copine, j'ai l'impression que ça stabiliserait l'enfant. Le fait qu'il y ait un buffer, un troisième parent qui reste semi-neutre dans cette situation-là, qui peut aussi être en charge de l'enfant le temps qu'il y a les deux autres parents qui ont plein d'émotions à régler, les règles aussi. Moi, je pense qu'au contraire, ça va rendre la situation moins rocky pour l'enfant, si ça en venait à ça. Est-ce que l'argent a été un facteur parce que tu parles... Non, mais tu parles beaucoup d'argent sur scène, dans tes numéros. Tu es très engagé là-dedans, tu sais, les écarts de richesse et tout, puis que la vie coûte cher maintenant, puis tout. Est-ce que ça a été non, c'est un super bon bonus. Ça nous simplifie énormément la vie. Un salaire de plus. Oui, non, mais c'est niaiseux à dire. Oui, c'est un salaire de plus. Ouais. Mais puis il y a beaucoup de monde qui m'en parle. Il y a beaucoup de monde qui dit les gens trouvent ça bizarre, mais dans 10 ans, ça va être super normal parce que le coût de la vie, la vie va être tellement élevé que les gens pourront pas élever un enfant à deux. Mais ça se peut qu'il y ait plus de colocs qu'on pense dans 10 ans en passant. Là, on va dans la crise immobilière, mais tout à fait. Pour de vrai. Là, Mais ça, je trouverais ça dommage parce que moi, ce que je trouve nice avec la triparentalité, c'est que c'est une nouvelle option dans un éventail d'options familiales. Mais si t'es contraint financièrement à le faire, c'est pas nice. C'est pas quelque chose que tu as choisi. C'est comme dans les mères porteuses, quand c'est des mères pauvres qui le font pour avoir l'argent, c'est pas pareil. C'est super que délicat, mais oui, que quand c'est un choix que tu fais. Je sais pas si... Je me demande si les gens avaient des questions. Oui. Tantôt, quand tu parlais que ça simplifie plein de choses, moi, je serais intéressé. Là, on a parlé d'argent. Tu sais, dans le concret, vous autres, qu'est-ce que ça simplifie? Donc, moi, j'ai 3 enfants pour 2 parents, des avantages numériques. Oui, tout à fait. Et donc, je le prendrai le 3e parent régulièrement. Mais c'est ça, même à un enfant, on est content de l'avoir. Et c'est ça, mais vas-y donc, toutes les autres que financiers. Dans la charge de travail, dans comment on se sépare les nuits, comment on se sépare les nuits, on n'a pas de séparation de un jour du tout. Là. C'est tout. On a un horaire un peu bordélique, mais on se passe l'enfant plusieurs fois dans la même journée. On se sépare même les nuits. À partir de comme 4 heures du matin, c'est notre coparente qui s'en occupe pour toute la matinée, jusqu'à ce que moi, j'allais porter à la garderie. Fait que nous, on a le début de la nuit. On a le début de... laisse-nous juste le temps. OK, attends, je vais vous faire un horaire type. Le bébé se réveille super tôt. Je veux juste dire que c'est cool. Je suis pas en réaction. Là. Le bébé se lève comme à 5 heures. Le bébé se lève à 5 heures. Il passe toute la matinée avec Emma. Il déjeune avec elle. Elle le prépare. Souvent, c'est moi qui vais le porter à la garderie. Il reste à la garderie jusqu'à 3 heures. C'est Emma qui va le chercher, mais il reste avec nous et soupe avec nous. Le coucher, on le fait tout le monde ensemble parce qu'on a une petite routine. Tu sais, tout le monde est là, on couche tout le monde ensemble. Le début de la nuit, c'est moi et Florence. Fait qu'il est au 2e, il est dans mon appartement. C'est moi et ma copine, on passe le début de la nuit avec lui. Et vers 3 ou 4 heures, s'il y a un réveil à ce moment-là, on appelle Emma pour qu'elle fasse la fin de la nuit ou le début de la matinée. Fait que puis tu sais, il y a des moments où moi, j'étais parti sur la route, où ma copine est allée dans des conférences. Puis on le voit quand on est 2 parents que c'est beaucoup plus difficile. Fait que c'est vraiment une affaire de charge de travail, de potentiel repos, puis d'avoir des petits moments pour souffler, puis qu'après ça, on est tout le temps content d'être avec notre enfant. C'est ça. Honnêtement, à date, nous, il va potentiellement avoir des complications plus tard, parce que ça reste une tête de plus avec laquelle faire des consensus. Oui. C'est un charme. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Mais je comprends. C'est sûr que les gens se projettent un peu dans les décisions, les valeurs. Mais vous étiez déjà amis. Oui, mais ça, n'empêche on tombe pas que nulle part. même dans un couple, quand tu te connais depuis longtemps, puis un enfant, des fois, tu fais comme... Moi, je trouve que c'est beaucoup de tablettes. Puis l'autre fait comme, non, pas tant que ça, moi. Fait que là, oui, mais c'est ça. Oui, mais il y a plein de petits conflits, mais en général, c'est pour des affaires assez superficielles. Puis dans les valeurs de, OK, on veut tuer école publique, blablabla. Tous ces trucs-là, on les a déjà. Vous allez avoir l'option du privé à 3 salaires, là. Il y a ça. Ouais. J'ai une question à Nadine. Oui. Vous faites quoi à Noël? Comme moi, les enfants Noël, les grands-parents, juste on est 2 parents, puis c'est commun. Notre coparente est française. Okay. Fait que sa famille n'est pas au Québec. Sa famille est venue visiter souvent, mais il y a un truc, elle est très... c'est une personne qui est très solitaire, qui aime son espace, notre coparente. Fait que moi, j'ai préparé mes parents, il la connaissait parce que c'est mon ami depuis super longtemps, là. Moi, j'ai préparé mes parents quand on leur expliquait la situation, j'ai dit, tu sais, Emma, ça va être
ça va être la mère du petit, de l'enfant, mais c'est pas votre nouvelle belle-fille. Genre, elle va pas nécessairement être dans toutes les situations familiales. Parce Faut que le mes parents sont répéter très des fois, familles. hein, je suis sûr, parce que Mes des fois, parents, pour les ils parents, adorent. font comme, Mes parents sont ça, c'est ta petite blonde. Non, c'est pas ma blonde. Ouais, non, mais ça. ça, la dynamique, ils l'ont très bien compris, puis eux sont juste contents d'avoir un nouveau petit enfant, là. Mais eux sont très familles, fait ils aiment ça quand tout le monde est là. Mais je les ai vraiment préparés. Petite Emma, elle sera peut-être pas là dans toutes les situations familiales. Des fois, peut-être que l'enfant sera pas avec nous. Mais à date, là, il y a eu un Noël, puis on en prépare un deuxième. À date, finalement, on a tous été avec ma famille. Est-ce que, c'est drôle parce que là, on parlait de couple gay. Les premiers couples gays qui se sont mariés, je pense qu'ils ont un peu senti une pression qu'il fallait que ça marche. Certaines années, un certain nombre d'années avant de se faire oublier, mettons, là, mais pas divorcer après 8 mois. C'est gênant quand tu as été dans les médias. Ben là, t'as un peu dit un peu partout ta situation. Sens-tu pour de vrai, genre pas une pression, mais ferais-tu plus d'efforts pour sauver ton couple pour pas que... C'est une super bonne question. J'y avais pas tant pensé. Mais tu sais, en même temps, il y a plein... C'est parce que tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui ferait comme « On le savait! » Oui, mais l'affaire, c'est que oui, c'est sûr que oui, il y a plein de monde qui m'attendrait avec une brique puis un fanal, mais c'est un raisonnement qui marche même pas parce qu'il y a plein de couples à 2 enfants. Il y a plein de couples à 2 parents qui se séparent dans la première année de vie de l'enfant, puis il y a personne qui fait comme les familles à 2 parents, ça fonctionne pas. Ouais, mais les gens font pas des raisonnements toujours non, aussi... c'est ça. Mais je pense... Non, je pense... Tu sens pas ça. Non, c'est ça. Je sens pas ça. Puis moi, c'est un peu triste, mais j'ai vu beaucoup de familles à 2 parents qui se sont séparées avec des très jeunes enfants. Mais moi, je connais plein de couples que je fais comme... Quand ils m'ont annoncé qu'elle était enceinte, c'est comme « Oh non! » Tu sais, c'est vraiment une mauvaise idée. Très vite, oui. Ben oui, c'est ça. Fait que je pense qu'effectivement, dans l'adversité ou dans les efforts que ça prend des fois, comme autant la fécondation in vitro, tu sais, c'est tellement de la job qu'il n'y a pas de parents pas aimants qui se rendent là. Oui. Fait qu'on n'est vraiment pas dans ça. Et je pense, tu sais, je sais pas si je mettrais plus d'efforts pour sauver mon couple comme par principe, mais je pense, là, je simplifie vraiment les affaires, mais je pense que comme on a plus de temps pour réfléchir, comme on a plus de temps pour même être ensemble, moi et ma copine, sans l'enfant, je pense que notre couple est même moins mis à l'épreuve qu'un couple qui a un enfant quand ils sont 2 aussi. T'sais. Je pense que c'est tu me plus facile. juges, là? Non, je vous trouve meilleur que nous. C'est ça que je veux dire. Okay, nous, on le fait à Easy. Nous, on est conscients qu'on fait vraiment la parentalité à Easy en ce moment. Eh bien, merci Colin. Merci tout le monde d'avoir été là. C'est la fin de cette première édition de l'heure du thé. J'ai beaucoup apprécié vous discuter. Merci à mes invités et au revoir tout le monde. À une prochaine peut-être.